Bonjour Jérémy. Bonjour Nassim. Bienvenue sur La On Discute. Merci. Alors je t'appelle Jérémy, mais je pense que la plupart des gens vont plutôt te reconnaître via ta chaîne Le Nutriscope. Comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Ok. Avec certaines des expérimentations, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Ok. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Toujours un plaisir de parler de nutrition, de ce qu'on peut faire un petit peu mieux, ce qu'on fait de pas terrible aujourd'hui. Et j'aime bien ton approche qui est très précise là-dessus et qui encourage quand même à en apprendre un petit peu plus sur la question et essayer de se familiariser avec toutes les notions que tu partages. Ok, bah écoute, ouais, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant le plus possible, d'éduquer, de responsabiliser, sans forcément faire peur. Le but, c'est pas de transformer la personne à qui tu parles en un médecin ou à lui, comme je le dis souvent, de faire des mots en syllabes à 18, des mots en latin à 18 syllabes, tu vois. Mais d'essayer d'impliquer, de responsabiliser un peu, ouais, ça m'importe pas mal. C'est cool, c'est une bonne mission et puis ça marche bien sur YouTube du coup. Oui, bah écoute, tout a été très très vite parce que moi je me suis un peu lancé sur YouTube sans trop savoir ce que je faisais. D'ailleurs aujourd'hui, 2 ans après, là où avec mes équipes, on essaye de réfléchir un peu plus à qu'est-ce qui marche pas. On se rend compte qu'on n'a pas encore réussi à craquer le code, quoi. Je te rassure, je sais pas si le code est possible à craquer, parce qu'après 12 ans sur YouTube, c'est des fois toujours difficile d'anticiper. Mais en tout cas, bravo pour la progression. Merci. Pour la variété des vidéos. Évidemment, on mettra le lien de la chaîne dans la description de ce podcast, pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent aller te découvrir aussi vite que possible. J'aimerais commencer par une question assez générale, mais ça nous permettra de dégrossir un petit peu et de commencer la discussion. Selon toi, quelle serait l'erreur la plus courante que tu vois au niveau de l'alimentation? C'est-à-dire l'individu lambda, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, quelle est la plus grosse erreur qu'il fait par rapport à son alimentation? Je dirais que c'est d'avoir une vision des choses qui est peut-être trop à court terme. J'adore. Tu vois, de vouloir tout révolutionner d'un coup, perdre beaucoup de poids en très peu de temps. J'ai parfois des phrases comme ça qui sont pas faciles à entendre, mais tu vas pas perdre en 10 jours ou en 10 semaines les kilos que t'as pris en 10 ans. Malheureusement, tu vois. Même d'un point de vue psychologique, ce serait trop rude. Pour le fonctionnement de ton corps, ça le serait aussi. Donc ça reconnecte directement à ce que je te disais juste avant, dans cette idée, à mon avis, de prendre le temps de bien faire les choses, de s'impliquer dans sa santé, de s'éduquer, parce que je pense que parmi toutes les médecines, la nutrition, c'est peut-être la plus concrète. Tu vois. Carrément, ouais. Et puis, à l'inverse de beaucoup de thérapeutes, ce n'est pas vraiment moi qui soigne mon patient, c'est lui qui soigne lui-même. Ah ouais, super, ouais, bah oui, bien sûr. Je donne les conseils, ensuite c'est lui qui fait, tu vois. C'est à lui d'appliquer, ouais. Exactement. C'est pas comme quand tu vas chez un kiné ou autre, où bah tu ressors, t'espères être guéri ou en tout cas aller mieux, tu vois. Moi, en fait, tu repars surtout avec des fiches, des conseils, des recettes, des menus, mais je n'ai pas posé mes mains, je n'ai rien fait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je pense que la plus grosse erreur, c'est de suivre aveuglément, bêtement entre grandes guillemets, une méthode à laquelle tu ne comprends rien. Et d'avoir comme ça en fait des enchaînements d'expériences qui malheureusement se concluent souvent peut-être par des échecs ou des abandons. Tu vois là, au moment où on tourne, on est fin janvier, les bonnes résolutions sont déjà derrière. Et en fait d'être peut-être un peu trop impatient, un peu trop émotionnel, de croire aussi avec parfois le marketing et ce qu'on voit sur les réseaux à des méthodes un petit peu miracles. Et finalement de pas prendre le temps de bien faire les choses. J'aime bien que tu aies utilisé le terme émotionnel. Selon toi, l'alimentation, ça devrait pas être émotionnel ou est-ce que l'alimentation d'ailleurs devrait être émotionnelle? Est-ce qu'on devrait s'alimenter à l'instinct ou alors est-ce qu'on devrait vraiment faire appel à nos connaissances, des choses qui sont très scientifiques pour organiser son alimentation? C'est intéressant. Je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses. Moi, je prendrais par exemple certains instincts qui vont être positifs. Je pense aux femmes enceintes. J'ai connu ça il y a quelques années maintenant, où finalement, bah, le corps de ma femme réclamait des choses dont elle manquait. Tu vois, presque à rêver de viande rouge, tu vois, il y a peut-être une anémie, il y a des choses comme ça, tu vois. Donc il y a des instincts, à mon avis, qui sont quand même plutôt positifs, connectés à l'émotion. J'entends souvent aussi des patients, moi, me dire, écoute, ça va pas parce que je mange mes émotions. Et toujours d'un point de vue négatif. Mais je pense que quand tu trinques pour fêter une bonne nouvelle, tu manges tes émotions. Quand tu fêtes Noël ou un anniversaire avec un gâteau à la fin, tu manges tes émotions. Absolument, aussi. Cette fois, elles sont positives, tu vois. Complètement. Alors après, je vais pas rentrer dans la psychologie de comptoir, mais je pense qu'on est des animaux émotionnels, de toute façon que beaucoup de ce qu'on fait est émotionnel. Mais aussi, malheureusement, il y a certaines personnes qui vont avoir des perceptions qui ne sont plus les bonnes. C'est-à-dire les bonnes, ils peuvent pas forcément se fier à leurs signaux, aux messages de leur cerveau, que ce soit dans le cadre de troubles du comportement alimentaire, par exemple, tu vois. C'est pour ça que quand on dit écoute ton corps, c'est compliqué parce que on parle pas toujours la même langue. On n'arrive pas toujours à décrypter ce qu'il nous raconte. Ouais, exactement. Moi, j'ai parfois des personnes comme ça qui justement ont l'impression d'être 2 entités différentes.
ce qu'elles voudraient devenir et ce qu'elles pensent être bon pour elles et ce que leur cerveau réclame. Avec parfois des mots très forts. Moi, j'ai énormément des patientes qui me disent, et des patients, écoute, le soir à 17h, je rentre chez moi, je m'étais promis la veille au soir de pas recommencer, mais j'ai l'impression d'être un drogué qui cherche sa dose. Et ça, c'est des choses qui sont très très fortes, tu vois. C'est très fort. Ouais. Et comme tu vas, en lien avec la première question que tu m'avais posée, peut-être enchaîner les méthodes minceur, bah au bout d'un moment, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de la confiance en toi, tu fais pas forcément du bien à ton métabolisme non plus, tu vois. Donc je pense que ce serait une bonne chose si on était encore instinctif, un peu comme les animaux. Comme je le dis souvent, j'ai jamais vu une biche obèse. Non, c'est clair. Vois, dans la nature, l'obésité, je crois qu'elle n'existe pas. Mon chat est obèse, mais c'est un animal domestique, tu vois. C'est une autre histoire. Ouais. Histoire. Mais oui, ce serait bien si on avait encore cette pointe d'instinct, mais je pense qu'elle est trop loin de nous maintenant. Ouais. Est-ce que t'as aussi un peu la pression de nager à contre-courant avec toutes les informations dont bénéficient les personnes par rapport à l'alimentation, et qu'en fait, alors tu vas me dire si c'est le cas, hein, mais on aurait tous à gagner à simplifier un petit peu les choses et justement éviter de trop se fier à tel régime à la mode qui est très très spécifique, où faut supprimer tel macronutriment ou telle catégorie d'aliments, etc. Je suis entièrement d'accord avec ça parce que déjà, premièrement, t'as raison, on va souvent être dans le supprimer, le moins. Le sans gluten, le sans lactose, le moins de calories, tu vois, on retire au bout d'un moment, à force de retirer, et des nutriments et du carburant, il reste plus grand chose, quoi. Puis, tu vois, protéines, gras, glucides sont les 3 seules sources de carburant qu'on a. Souvent, il y a l'une des 3 à laquelle on fait la guerre, quoi. Il y a 20-30 ans, c'était le gras, 0%, taille fine, tout ça. Maintenant, c'est plus le sucre. C'est ce que j'allais dire, c'est des cycles, hein. C'est ça. J'espère qu'on fera jamais la guerre aux protéines, je sais pas, parce que là, on va vraiment être compliqué. Donc, effectivement, ouais, je pense que c'est un peu compliqué, mais moi, l'émotion, sans vouloir faire des coups de violon, mais c'est plus de la tristesse, en fait. Tu vois, je regarde très peu de choses, surtout les formats courts d'un point de vue nutrition. Tu vois, je suis pas un gros scroller, tant mieux. J'ai pas ce défaut. Ouais. Pas encore. Et je suis tombé la semaine dernière sur une personne qui était invitée sur un plateau télévisé. Une émission où on mange à table, là. C'est à vous, je crois. Alors, oui, vas-y, continue ton anecdote, ouais. Je sais pas si tu vois là où je vois tout à fait. Ok. Et je vois cette femme qui parle et qui dit, si vous voulez perdre du poids, il ne faut absolument jamais manger plus d'1 gramme de protéines par poids de corps. Déjà, c'est flou au possible. Ça ne veut rien dire pour le non-initié qui regarde ça. Ok ? J'ai dans la semaine une personne qui me contacte pour que je l'aide à perdre du poids, que je la coach. Et elle me dit, écoute, je vais t'envoyer un programme, je ne dirai pas le nom, d'une autre personne qui est très exposée médiatiquement aussi. Voilà ce qu'elle m'a fait. Et elle me dit, par exemple, tous les matins, elle me demande de manger 400 grammes de skyr. Costaud, tu vois. Je pense que même toi et moi, on les mange pas les 400 grammes de skyr, alors qu'elle fait 1m55. Tu vois. Ouais. Et je lui dis, mais pourquoi ? Parce qu'elle me dit que pour perdre du poids, il ne faut absolument jamais manger moins de 2 grammes de protéines par poids de corps. On a les 2 extrêmes. 2 extrêmes. Ouais. Et c'est triste, en fait. Alors, tu vois, pour réagir à ton anecdote, la personne qui est passée à C'est à vous, elle était dans le podcast la semaine dernière. Ok. Donc non, il y a pas de merde, au contraire. Hein. On a enregistré l'épisode avec Alexandra Dalu, qui est donc docteur, et elle parlait de ce contenu court, et elle était désolée de voir que on coupait autant ses propos pour en faire un contenu de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes au mieux pour les réseaux sociaux. Ouais. Alors que dans l'émission au complet, bien évidemment, les propos n'étaient pas les mêmes, il y avait plus de nuances, c'était un cas particulier, etc., etc. Donc moralité, elle aussi, elle était un peu contre les contenus courts par rapport à la nutrition, parce que t'as toujours des raccourcis et ça peut être frustrant pour les personnes qui sont confrontées à ça. Ouais, c'est ça. Et puis, on le disait au tout début, l'erreur, c'est de ne pas s'éduquer. Même si on peut avoir des bonnes choses sur TikTok, etc. Oui, bien sûr. Je pense. Oui, bien sûr. Moi, je diffuse sur TikTok. Je pense que toi, tu l'es aussi un petit peu. Complètement. Mais le fait d'avoir coupé comme ça ses propos et le fait qu'en fait, vraiment, c'est 1 minute, tu vois. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années où j'avais dit comme ça, j'étais en live, j'avais dit à quelqu'un, il me dit, écoute, j'ai toujours beaucoup bu dans ma vie. C'est le Beaujolais ce week-end. Est-ce que tu penses que je peux boire un verre de vin, tu vois? Et j'ai joué la carte du pourquoi pas, tu vois. Moi, je suis pas un gros fan de l'alcool. Je trouve qu'en France, on a peut-être un petit problème avec ça. Bref, c'est pas forcément le sujet. On pourra en parler si tu veux. Et du coup, ça a été isolé, tu vois. Et du coup, je me retrouvais sur des feeds sur Instagram, le nutritionniste qui dit ça. Incroyable. Et je me suis fait tabasser par des addictologues, t'as pas honte, etc. Et en fait, je disais juste, on est en France, tu vas sortir avec tes amis. J'avais dû glisser un truc du genre, tu le mérites bien, tu vois, même si on mérite pas de l'alcool, tu vois où je veux en venir. Et je trouve que c'est très dangereux, déjà, cette science des formats courts et ce fameux hook, ces 3 premières secondes où faut créer une émotion, tu vois. Et donc, forcément, on va chercher à surprendre, on va chercher à faire peur, on va chercher à inquiéter et on joue sur des émotions. Et finalement, pour toi et moi, c'est pas un problème. On va juste se dire, écoute, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais pour le consommateur, il se retrouve entre ces 2 conseils.
il sait pas à quel sens se vouer, et bah c'est là où derrière on lâche, on comprend pas, on se sent perdu, ou on fait du mal à son corps. Et effectivement, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait très rapidement, avant de passer à la suite, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes par rapport au contenu court? Est-ce que ça pourrait être intéressant de continuer à consommer du contenu court, mais de le contextualiser et peut-être éventuellement de continuer les recherches par rapport à ça, ou de se fier uniquement au contenu court? Bon, j'ai déjà la réponse, mais moi je pense que ça peut être pas mal ta première proposition. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vibe, une philosophie, tu vois, de ce que tu veux transmettre comme valeur. On en parlait juste tout à l'heure avant qu'on commence à tourner. Où est-ce que tu mets le curseur de la rigueur scientifique? Oui. À qui est-ce que tu t'adresses? Sportive, femme ménopausée, etc. Tu vois, il y a quand même aujourd'hui, heureusement, c'est bien, la nutrition est quand même sur le devant de la scène. Il y a beaucoup de créateurs de contenu et t'en as reçu beaucoup dans cette émission. Je pense que ça peut être pas mal de regarder 2-3 contenus courts et de dire, j'aime bien le format, j'aime bien sa façon de parler, j'aime bien les valeurs qu'il diffuse, mais derrière, je vais aller creuser, quoi. Je veux pas faire des raccourcis, mais je pense pas que tu puisses efficacement reprendre ton alimentation en main, excuse-moi, et la comprendre en consommant des formats de 1 minute à 1 minute 10. Tu vois. Carrément. Je pense pas. Je partage complètement ça, mais ça peut être une porte d'entrée à condition qu'on l'utilise bien. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, trop bien. Ouais, je pense. Alors, Jérémy, j'ai commencé la muscu il y a 19 ans. J'avais des notions de diététique qui étaient inexistantes. Aujourd'hui, elles sont un peu meilleures, mais elles sont toujours, tu vois, en work in progress. J'en apprends tous les jours grâce notamment aux personnes avec qui je m'entretiens et avec qui je discute. Donc ça, c'est top. Et je t'avoue qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai encore un peu de mal à comprendre tous les mécanismes. C'est la digestion, le microbiote, les intestins, l'estomac, tu vois, toutes ces parties du corps. À quel point elle rentre en jeu dans l'importance de l'alimentation et de notre santé. Et j'aimerais peut-être commencer avec un truc très précis. À quoi servent les intestins? Ok. Alors, on va avoir plusieurs rôles dans les intestins. Premièrement, les intestins font partie d'une liste de 5 organes qu'on appelle les émonctoires, qui sont les filtres de notre corps. La peau, les poumons, les reins, le foie, les intestins. Ah ouais, je pensais que tu allais me parler des organes du système digestif, mais non, finalement, la peau est un filtre, tu vois, les poumons sont des filtres pour différentes choses, tu vois, on va pas filtrer les mêmes choses, et exfiltrer d'ailleurs, avec la transpiration, avec le mucus, on sort aussi des choses de ces filtres pour nettoyer notre corps, tu vois. Donc t'as dit la peau, poumons, reins, et foie, et intestin. 5 organes émonctoires, des filtres si tu préfères. La barrière entre le milieu extérieur, extrinsèque, et le milieu intérieur, intrinsèque. Donc premièrement, il va y avoir ce filtre. Ce filtre, c'est déjà un filtre à aliments. Donc quand tu vas manger des aliments, c'est comme si tu consommais des Legos composés de plein de briques qu'il va falloir diviser en microscopiques briques grâce à la digestion. La première partie de la digestion, bouche, œsophage, estomac, va déjà casser pas mal ce genre de choses avec l'action des dents et l'action chimique des enzymes. Tu vois. Et ensuite, une fois que tu as passé l'estomac, tu es dans la deuxième partie de la digestion. Ça peut pas remonter une fois que tu as passé l'estomac. Tu vois, une fois que tu as passé la porte de sortie de l'estomac qu'on appelle le pylore, deuxième partie. Ça reste dedans, c'est ça, exactement. Donc ensuite, tu vas avoir encore un peu de digestion, notamment juste à la sortie de l'estomac, tu vois, duodénum, etc. Là où vont arriver les enzymes pancréatiques, la bile, etc. Et donc ensuite, intestin. Et quand c'est dans l'intestin, ces briques, elles sont déjà décomposées ou pas totalement? Presque complètement, effectivement. Il va encore avoir un petit peu d'action enzymatique derrière. Il va aussi avoir le travail, on va certainement beaucoup en parler, des bactéries probiotiques qui vont aider derrière à fabriquer certaines choses. Je pense notamment à la vitamine B9 ou la vitamine K2 qui vont être fabriquées grâce ou en partie à tout ce petit monde, tu vois. Mais donc, il va s'agir de se dire que, c'était mon prof de pathologie à la fac qui me disait ça, il me disait l'être humain est un tube de vide entouré de chair. Parce que finalement, on est entièrement traversé par un tube de vide. On pourrait y passer un fil, tu vois. C'est particulier comme approche. Donc, il va s'agir de faire passer les choses qu'on veut garder dans notre sang vers les choses qu'on ne veut pas garder et qui vont ensuite continuer leur route. Ok. Donc ça, c'est la première partie avec l'intestin grêle, entre 5 et 7 mètres. Et donc, ça va se passer au travers de différentes choses. Tu vas avoir un premier filtre grâce au mucus. C'est le même mucus que dans la bouche ou dans les poumons, tu vois, cette espèce de fluide un peu gras, tu vois. Et donc les éléments vont passer là et vont ensuite passer dans ce qu'on appelle des tight junctions, donc des jonctions serrées, c'est-à-dire les briques qui composent les intestins. Et ça va passer à l'intérieur et derrière, t'as le sang. Ensuite, tu as le gros intestin ou le côlon, qui est beaucoup plus petit. Tu vois, c'est uniquement un carré, on appelle ça aussi parfois le cadre colique, puis rectum, anus, et après c'est les toilettes. Et ici, on va avoir d'autres choses, ça va surtout concerner les oligo-éléments et l'eau.
Le côlon, il est là pour récupérer l'eau ou en laisser dans les selles, tu vois. Donc techniquement, la digestion n'est toujours pas finie quand ça passe dans le gros intestin. Ah oui, non, toujours pas. Jusqu'au rectum, il reste des choses à faire, tu vois. Ok. Ouais. Jusqu'à la porte de sortie, la double porte de sortie, rectum anus, il reste encore des choses à récupérer ou même à remettre, d'ailleurs, tu vois. Si tu as notamment des temps de transit qui sont trop longs, c'est-à-dire que tes selles restent trop longtemps dans ton côlon, c'est une maladie qu'on appelle le dolichocolon, peut-être que tu connais ça, c'est des côlons qui sont un tout petit peu trop longs, de 3, 4, 5 cm. Ma maman a ça, moi, par exemple. Et donc, tu vas avoir un temps de transit qui est trop long. Donc, ce mécanisme de récupération de l'eau ou laisser de l'eau dans les selles va être un peu perturbé. Et c'est comme ça que tu as des constipations, notamment. Ok, je comprends. Et ensuite, ça passe donc rectum anus. Donc ça, c'est la première fonction, qui est une fonction de filtre. Tu vas aussi bien avoir bien évidemment avoir, une fonction mécanique. De ta bouche à ton anus, tu vas avoir des muscles striés, ou des muscles circulaires, un peu comme un ver de terre, ou une chenille qui essaye d'avancer, et en fait, ça va s'appeler le péristaltisme. Et c'est une onde de choc, en gros. Dès qu'une onde se fait, dès qu'un muscle se contracte, il y a un enchaînement, et tout avance, en fait. Tu vois, ça fait avancer le bol alimentaire vers la sortie. Donc ça, bien évidemment, c'est une fonction assez simple. Il suffit de pousser les selles vers la sortie, tout simplement. Et puis c'est inconscient, c'est quelque chose qui se passe automatiquement. Exactement. C'est de l'ordre C'est un peu comme les battements de ton cœur, ou la ouais. contraction de ton diaphragme pour pouvoir respirer. C'est des choses qui se font totalement naturellement. Et ça, c'est littéralement pour faire avancer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est ni plus ni moins que pousser sur un tube de mayonnaise pour faire sortir. Ouais, je comprends. Dedans, tu vois. C'est pas l'image la plus classe. Elle est très bien. Elle est ça va. parfaite. J'aurais pu faire bien pire, je pense, effectivement. Donc, tu vas avoir ça. Et puis après, tu as aussi une fonction quand même, bien évidemment, et énormément à la mode en ce moment, qui est la fonction probiotique, population microbienne qu'on va avoir à l'intérieur aussi. Et ça, c'est super important aussi, bien sûr. Le fameux deuxième cerveau, quoi. Est-ce que cette fonction probiotique, etc., c'est grâce à elle que la digestion se passe ou... Pas seulement, parce que dans la digestion, tu as quand même déjà ce mécanisme de découpe. Parce que moi, tu vois, j'ai la vision de la petite bactérie qui va manger les petits blocs qui arrivent dans l'intestin et qui va faire un petit peu son tri. Bon, ça, ok, je fais passer dans le sang, ça dégage, etc., etc. Est-ce que ça se passe comme ça ou c'est vraiment, c'est beaucoup trop Non, c'est plus compliqué. Alors, c'est des mécanismes très précis que je connais pas forcément de manière très très précise, mais tu vas avoir des mécanismes plutôt de fermentation, par exemple, de certaines fibres. Tu vas avoir des productions aussi. De certaines molécules qu'on appelle notamment les acides gras à chaîne courte. Le plus connu, c'est l'acide butyrique, le butyrate. Butyrate, acétate, propionate, c'est ça, je crois, le trio de tête que tu as le plus. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes, qui vont communiquer ensuite avec ton cerveau, parce que est-ce qu'on parle de une digestion pour un repas, ou est-ce qu'on parle de la digestion au sens large? Parce qu'en réalité, ça continue peut-être en permanence. Ton repas d'avant a un impact avec le suivant, la communication que les probiotiques vont faire avec ton cerveau va influer ce que tu vas manger sur le repas ensuite. Donc, tu as quand même un mécanisme assez large, assez complexe qui va se produire quand même ici. Ouais, c'est vrai que c'est pas je mange mon déjeuner et puis 1h30 après, c'est terminé. On peut passer à la digestion du dîner. C'est très long. C'est très, très, très long. C'est on est d'accord, plusieurs heures. Une digestion de l'entrée à la sortie? Ouais, 24 à 72 heures. Ah ouais, ça dépend. En fait, tu vas avoir des temps de transit. Donc, ce qu'on appelle un temps de transit, c'est combien de temps ton bol alimentaire, tu vois, il a différents noms selon s'il est plus ou moins liquide, le chyme, le chyle, appelons ça le bol alimentaire. Les aliments, si tu préfères, ok. Combien de temps va-t-il passer dans chaque organe? Et selon ce que tu vas manger, ça varie. Par exemple, ne serait-ce que l'estomac, je crois que la viande rouge de gibier cuite est l'une des choses les plus longues à digérer, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est sûr que c'est les protéines animales, c'est les viandes, et on va être sur un temps de transit de 3h30 à 4h maximum. Dans l'estomac? Dans l'estomac, rien que dans l'estomac. Ok, sans compter le reste. Sans compter le reste, effectivement. Là où tu manges une compote ou tu bois un soda, c'est réglé en un claquement de doigts, d'ailleurs. Tu le sens même parfois quand t'as très très faim et que tu bois du sucre, t'as presque l'impression que ça passe dans les pores de complètement. Ta bouche. Mais ça, c'est pas la sécrétion de bile. La bilase notamment, qui se fait. Mais t'en as un peu aussi. Mécanisme d'urgence. J'ai pas les chiffres, je pourrais pas dire quel pourcentage se fait. Bien sûr. Mais je sais qu'une personne qui va être diabétique, qui va être en urgence sucrée, va avoir quand même un mécanisme assez rapide de resucrage dans le tube digestif. Donc tu as tous ces éléments-là qui vont jouer. Et oui, on peut avoir des choses qui restent dans le corps assez longtemps. Après, il suffit qu'il y ait un peu de constipation, il suffit qu'il y ait différentes choses comme ça, et ça peut être très 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 long. Moi, j'ai des patientes qui vont à la selle une fois par semaine, par exemple. Et est-ce qu'on considère ça comme problématique d'avoir une digestion lente, ou c'est pas forcément quelque chose dont il faut s'inquiéter? Ça va dépendre de différents profils. En fait, elle peut être lente sans être inconfortable. Au contraire, tu vois, ça peut se passer
tout à fait normalement, sans aucun problème. Est-ce que le rythme des selles est bon? Tu vois, on parlait par exemple de temps de transit dans l'estomac. Ok, c'est une chose. Mais est-ce que tu te sens lourd? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu as un creux d'énergie qui fait qu'après ton repas, tu vas faire une petite sieste due au pic d'insuline? Tu vois, toutes ces choses-là sont aussi à prendre en compte, bien évidemment. Moi, je suis assez maintenant, je t'en parlais juste avant, assez pragmatique. Je dis souvent, le patient a toujours raison. Ouais. J'ai vu milliers de patients et je me suis parfois rendu compte que des choses qui étaient très théoriques pouvaient parfois être remises en question par des patients qui fonctionnent de façon complètement différente de ce que j'avais pu voir dans les bouquins à la fac. Tu vois. Donc il n'y a pas une réponse universelle, évidemment, c'est à individualiser. Je pense, en tout cas. Ouais, y a des choses qu'on sait qui fonctionnent pour beaucoup de personnes, mais non, maintenant, je prends du recul. On remet un peu en question les choses qu'on croit savoir, et effectivement, d'une personne à l'autre, ça peut beaucoup bouger. Ouais. Alors, question que je n'avais pas prévu de poser, mais je vais quand même la poser. Si la digestion dure autant de temps, pourquoi est-ce qu'on mange autant de fois dans la journée? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire de faire 4 prises alimentaires dans la journée, ou est-ce qu'on pourrait très bien s'en tenir juste à 1 ou 2? Tu pourrais, alors notamment faire one meal a day, l'OMAD, ouais. Mais il y a avant tout, parce que là on parle de santé, mais il y a un aspect énergétique aussi. Il faut nourrir la machine, tout simplement. Et si je prends mon cas personnel, je vais prendre mon cas parce que je connais le chiffre. Moi, je vais manger à peu près 3500 calories par jour quand je fais bien du sport et que je suis dans des bonnes périodes. Parce que pas trop le cas en ce moment, mais bref. Ça va être difficile à caler en un repas, quoi. Exactement. Ouais. Tu vois. Et même d'un point de vue organisation, d'un point de vue place. Parce que tu sais, on dit souvent l'estomac, il se distend, etc. Ouais, mais c'est pas non plus un élastique sur lequel on tire, tu vois. Jusqu'à un certain point. Ouais. Clairement, il y a des limites. Et puis ensuite, t'as aussi tout un fonctionnement presque similaire à une usine où, prenons l'exemple de la bile, par exemple. La bile, c'est un émulsifiant. Notre corps est globalement fait d'eau, 65-70%. Le gras et l'eau se mélangent très mal. Donc pour digérer le gras, notre corps va fabriquer la bile. Ça émulsifie le gras et ensuite les enzymes peuvent faire leur travail de digestion. Si tu as un repas qui n'est pas trop gras, ton foie va fabriquer de la bile en continu, comme n'importe quelle enzyme. Ouais. Mais on a un petit organe de réserve qui est la vésicule biliaire, au cas où tu feras un repas beaucoup trop gras qui va se vider pour soutenir un peu l'action hépatique, l'action du foie. Okay. Si tu fais un repas à 3500 calories par jour, très gras, etc., je pense que ça peut être compliqué ici. Moi, je l'avais un petit peu essayé, ça. Je sais que ça me correspond pas. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça correspond pas, tout comme le jeûne intermittent correspond pas. Après, c'est encore une fois du cas par cas. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on mange plusieurs fois par jour? Il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant qu'il faut surtout pas oublier, c'est le contexte social. Tu vois, on est quand même aujourd'hui, moi je le vois avec mon fils de 4 ans, peut-être que le plus beau moment de ma journée, c'est mon petit déj avec mon fils, tu vois. On cuit des œufs, il m'en pique un et demi, des fois 2, du coup j'ai fait un 10 heures, mais bon bref, tu vois. Et on est dans cette logique, on partage, surtout en France. Tu as un nouveau job, on va manger. On fête Noël, on va manger. Veux-tu m'épouser, on va manger. C'est vrai que c'est au cœur. On mange beaucoup, hein. Ouais. On mange beaucoup. Donc il y a différentes choses comme ça qui vont être importantes. Et puis moi j'ai tendance à ne surtout pas occulter ça. Il y a aussi le plaisir, quoi. C'est-à-dire que 4 fois par jour, tu fais quand même plaisir en mangeant un bon repas. Avant d'être un nutritionniste, je suis avant tout un gourmand. Bien sûr. Un gourmet, j'espère en tout cas. Et je pense qu'il faut pas oublier ça. Donc, ouais, aspect énergétique, aspect social et aspect plaisir. Ouais. Tu penses qu'on a tendance justement à oublier certains de ces aspects pour considérer l'alimentation comme des chiffres, tout simplement, des calories, des nutriments, et puis basta, quoi. Je pense, effectivement. Ouais. Je pense qu'on oublie ce que c'est que manger. Et je t'avoue, je te pose cette question. Moi aussi, j'en suis coupable. J'en suis 100% coupable. Et c'est vrai que pendant une période, et même encore un petit peu aujourd'hui, j'ai quand même une vision très chiffrée de l'alimentation. Très macro, ouais. Très macro et un peu moins plaisir et tout ce que ça pourrait, tout ce que ça pourrait engendrer. Ouais. Même si mon dernier repas de la journée, je le fais avec ma chérie, on est assis à table, on discute, on se raconte notre journée, etc. Mais c'est vrai que le reste de la journée, pas toujours. Et peut-être que je pourrais travailler là-dessus. Après, je pense que c'est souvent des choses que j'explique à mes patients. Imaginons que tu fasses 4 repas par jour. 4 x 7, 28. Tu vas manger 28 fois dans la semaine. Peut-être ne faut-il pas forcément chercher 28 fois le plaisir non plus, tu vois. Je veux dire, moi, les petits-déj, j'ai la chance de pouvoir, je vais au sport, il y a mon fils, je reviens, j'ai le temps, tu vois. Moi, j'ai connu mes parents, il y avait 3 enfants, c'était hyper speed. La notion de plaisir, elle était pas là. Fallait nourrir les 3 gamins, il y avait 5 douches à prendre, fallait que personne rate son bus, tu vois. Donc moi, j'ai ce luxe de pouvoir faire ça. Mais je pense qu'il y a certains repas où il faut parfois être quand même un petit peu plus mesuré par rapport à ça, quoi. Tu vois, moi j'ai parfois des patients qui rentrent très tard le soir et qui se prennent la tête à essayer de beaucoup cuisiner, de faire des choses qui sont très élaborées. Moi je leur file parfois des recettes 0 seconde, tu sais, une espèce de plateau un peu plateau repas. Ouais.
vas-y, tu manges rapidement. De toute façon, tu vas dormir une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard. Donc, limite, manger n'est même pas forcément une excellente idée aussi tard, tu vois. Donc, je pense qu'il faut réussir à tout différencier. Et puis, des formations professionnelles qu'on a, toi et moi, oui, bien évidemment. Moi, je le vois, des fois, je regarde mon assiette, j'ai plutôt le côté santé que le côté chiffré. Mais des fois, je pense qu'il faut lâcher un petit peu ça. Et puis, ça rassure aussi parce que si sur 28 repas, t'en as 3 qui sont pas parfaits, voire pas équilibrés, t'as 25 occasions à côté de bien faire les choses. Et puis, t'en as certains qui sont rituels. Le petit-déj, moi, je crois que je prends le même petit-déj depuis 4-5 ans. Tu vois. Alors, le fruit change selon les saisons. Des fois, la source de protéines change un tout petit peu, quoique maintenant que j'ai les œufs. Mais le repas en lui-même, c'est le même. Ouais. C'est le même et c'est rassurant, tu vois, parce que c'est une gymnastique, quoi. Je sais où tout trouver, je sais quelle quantité tout mettre. Ça part à la base. Ce serait dommage que je l'ai pas fait pour moi alors que je le fais pour mes patients, quand même, d'un calcul. Si je te dis que j'ai besoin de 3500 calories, tu vois, c'est que je l'ai à peu près calculé. Donc, il y a des repas comme ça qui peuvent être rituels. Je pense aussi aux collations. Tu vois, tu finis le taf, il est 17h, tu te connais. Tu sais qu'à 18h, tu vas rentrer chez toi, tu vas sauter sur une tablette de chocolat. Tu vas grignoter. Voilà. Même des fois, tu veux bien faire les choses, tu vas prendre des amandes, mais t'en manges 4 fois trop, tu vois. Donc peut-être que là, même si c'est pas parfait, même si je peux comprendre que certaines personnes seront pas d'accord avec moi, peut-être en commentaire de cette vidéo, moi, des fois, je dis à mes patients, écoute, mange dans ta voiture, quoi. T'as 45 minutes de route, tu te fais un petit bento, tu mets 15 amandes, une pomme, un carré de chocolat noir, je sais pas, une petite source de protéines si t'as besoin, et puis tu manges ça rapidement. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on devrait dire aux gens de manger dans leur voiture? Non. Même d'un point de vue sécurité routière, est-ce que c'est génial? Non. C'est pas ce que je dis. Mais c'est pragmatique, quoi. Et ça peut permettre à la personne, du coup, de prendre sa collation de façon réflexe, parfaitement équilibrée. Et au moins, il y a déjà 7 repas sur 28 qui sont carrés, tu vois. Moi, je pense qu'il faut jouer sur ça. Il faut essayer de garder le contrôle des repas sur lesquels tu as le contrôle. Personnellement, j'aime beaucoup cette approche et je suis 100% partisan, donc je te rejoins complètement. Et puis moi, tu vois, c'est pas le petit-déj, mais c'est le repas du soir. Mon rituel, celui que je ne rate jamais. C'est mon moment où je peux cuisiner parce que j'ai un peu plus de temps et où je prends plaisir à me faire des trucs qui me font plaisir et qui sont en accord avec ma diète. Et donc tout ça pour dire que oui, on a tous des habitudes qui sont un peu différentes. Et tu vois, je dois manger à peu près autant que toi, à peu près 3500 calories. Et moi, elles sont plutôt regroupées sur la fin de la journée plutôt que le matin. Donc on fonctionne tous un peu différemment sur ça. Ouais, puis tu vois, un fonctionnement comme le tien. Tu cuisines carré tous les soirs. Tu prends plaisir à le faire d'après ce que tu... complètement. Donc tu te dis, écoute, pas pour toi, mais imaginons quelqu'un qui courait un peu après le temps, qui voudrait équilibrer son alimentation. Et j'en fais 2 fois de trop. Ça, c'est une astuce que je donne à tous mes patients. L'astuce de l'invité mystère. Cuisinez toujours comme si, à n'importe quel moment, il y a un mec qui peut frapper à votre porte et s'installer à votre table. Invité mystère un peu relou et mal éduqué. Ok, le mec est beaucoup plus balèze. Mais potentiellement, tu vois, on sait jamais. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu fais toujours une portion de plus. Toujours. Tu ne te poses même pas la question quand tu fais un repas. Soit tu fais comme nous on fait à la maison, t'as des espèces de Tupperware en verre, tu mets au congèle et tu vas ressortir ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois. Et tu te fais un rayon surgelé à la maison. Mais fait maison, tu vois. Soit tu mets au frigo, bento, Tupperware, et le lendemain ou le surlendemain, tu l'emmènes avec toi le midi, tu vois. Et là, t'as une alternative qui est nickel. C'est ça. Et là, c'est réglé. Tes petits déjeuners sont rituels, ta collation les rituels, le soir, tu cuisines pour le lendemain midi. C'est fait. Ou alors, après, t'as d'autres écoles. Personnellement, j'ai autre chose à faire de mon dimanche que de cuisiner pour toute la semaine. Moi, je suis pas un gros fan du batch cooking, tu vois. Mais tu peux aussi choisir ce genre de choses, tu vois. Moi, je fais ça en général les lundis. Parce que ma femme a tendance en ce moment on est dans un rythme en ce moment, ma femme travaille beaucoup. Alors c'est pas génial, elle en oublie presque de manger. Tu vois, on dit toujours que tes proches sont ceux qui t'écoutent le moins. Elle m'écoute pas trop, elle, tu vois, par rapport au midi, elle taffe, elle fait 15 patients 13 patients d'affilée, elle rentre le soir, elle est rincée. Mais bon, bref, peu importe. Du coup, je sais qu'elle rentre pas manger le midi. Donc moi, généralement, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire une énorme marmite, tu vois, en début de semaine, et je vais me faire 3 ou 4 plats avec ça. C'est une forme de batch cooking un peu moins organisée, tu vois. Mais au moins, comme ça, c'est réglé. Et puis, en plus, ça rassure le cerveau, quoi. Parce que l'appréhension et l'inquiétude que tu te fais, ça génère du stress Exactement. Et tu peux faire tu peux prendre de mauvaises décisions. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure d'émotions. Et je lisais un papier cette semaine, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'une pulsion alimentaire sucrée, ça dure dans le cerveau à peu près 8 minutes. En fait, les émotions fortes, elles disparaissent très vite. C'est comme la colère. La colère, ça dure 5 minutes. Si t'es encore en colère 1 heure après, c'est que t'as nourri ta colère. Tu vois, que c'est que t'es rancunier. Tu vois, tu sais ces phrases qu'on a parfois dans la tête. Tu rumines, Exactement, tu vois, c'est ça. Et ben, pour les pulsions sucrées, c'est à peu près la même chose, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que tu sors d'une situation de stress et d'épuisement, le travail souvent, où derrière, tu vas en plus, en rentrant chez toi, devoir revêtir un nouveau costume. Papa parfait, mari parfait, tu vois. Donc t'as à nouveau un rôle à jouer et ton cerveau a besoin d'une réponse, en fait, tu vois. Et c'est là où souvent on va craquer.
C'est là où souvent, ok, je passe devant McDo, je sais qu'il est à l'avant-dernier rond-point avant d'arriver chez moi, je sais qu'il est là le McDo, boum boum, déception, donc stress, donc ça recommence, tu vois. Cercle vicieux qu'il faut vite inverser, quoi, finalement. Ouais. 8 minutes, ça veut dire qu'il faudrait tenir 8 minutes pour que virtuellement ça disparaisse. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Vous avez une pulsion sucrée, ok. Arrêtez de vous battre. Parce que tu parlais d'instinct au tout début, même s'il est un peu biaisé peut-être avec différentes choses, l'environnement, les probiotiques, la santé, etc. C'est quand même un message que ton cerveau il t'envoie, tu vois. Le message, il est quand même, j'ai besoin de quelque chose, tu vois. Donc en fait, c'est pas une erreur, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose qu'il faut blâmer. De toute façon, ça marche pas, le cerveau il est plus fort que nous. Puis c'est marrant, on a l'impression de parler de deux choses différentes depuis tout à l'heure alors qu'on n'est qu'une seule entité, tu vois. Non, arrêtez. Si votre cerveau vous réclame du sucre à ce moment précis de la journée, c'est un signal. Tu es sur l'autoroute à 130, tu as le voyant réserve qui clignote, tu t'arrêtes à la station-service. Tu l'ignores pas, oui, c'est sûr. Tu vas pas l'ignorer. Pourquoi ignorer ce voyant réserve qui clignote à l'intérieur de toi, tu vois? Donc, mets-toi en accord tout de suite avec toi-même. Rassure ton cerveau. Tu veux du sucre? Tu vas l'avoir. Mais tu vas l'avoir dans 10 minutes. Et tu ne vas pas l'avoir seul. Parce qu'il est là le problème souvent. Parce qu'on mange un aliment unique. Tu vois? Surtout, tu vois, toi et moi, on mange à peu près 3500 calories. Donne-nous un paquet de cookies. Je pense qu'on défonce en 10 minutes sans aucun problème, tu vois. On mange, d'accord. Aucun problème, ouais. Si on mange que ça. Et c'est là où encore derrière, on peut arriver avec des repas plus complets, etc. Mais bref, 8 minutes à peu près. Et ne nous battons pas contre notre cerveau, ouais. C'est intéressant, ça. Le jamais seul aussi, je pense qu'il est vraiment primordial. Ouais. Il est vraiment primordial parce que ça change totalement ta perspective. Et effectivement, ça te permet de prendre un petit peu du recul et de le vivre différemment. Ouais, j'irai même plus loin. Pour moi, tu me diras ce que t'en penses si tu le souhaites. Pour moi, s'il n'y a pas de fibres dans un repas, il ne peut pas être équilibré. C'est pas possible. Il faut toujours des fibres dans un repas. Donc fruits, légumes, fruits à coque, légumineuses, féculents complets, par exemple, pourquoi pas. Le mieux, ça reste quand même les fruits et les légumes. Donc en gros, c'est des aliments bruts, en fait. Ouais, exactement. Ah oui, par contre, t'as raison de préciser. Ouais, fibres et aliments bruts, c'est possible. À partir du moment où c'est transformé, non, c'est un raccourci de dire que les aliments transformés n'ont pas de fibres. C'est pas du tout vrai, d'ailleurs. T'as entièrement raison. À partir du moment où presque la pomme tombe de l'arbre, ça ne fait que décroître, en fait. Et tous les procédés industriels ne vont faire qu'abîmer les nutriments de façon générale, quasiment systématiquement, mais surtout les fibres. Cuisson, surgélation, le fait de couper, parce qu'en fait, plus une fibre va être réduite en termes de taille, moins elle va bien faire son travail. C'est pour ça que les soupes très liquides, très flotteuses sont nettement moins intéressantes que des soupes épaisses qui sont nettement moins intéressantes que des légumes, quoi, finalement. La cuisson aussi, tout simplement, ça va aussi détruire des choses, ça va en transformer d'autres, ça va cuire les sucres, ça va les caraméliser, bref. Ça veut dire que tu te fais un smoothie avec des fruits, virtuellement, les fibres, elles ont disparu ou non, pas aussi radical? Il va y avoir déjà ce côté quantitatif où elles ont pris une petite claque. Alors c'est pas forcément phénoménal, si c'est pas quelque chose qui a trop chauffé, si on reste sur des choses qui sont entières, ça dépend du nombre de fruits que tu mets dans ton smoothie aussi. Mais 3 oranges dans un smoothie, non. Ouais, évite le smoothie. Et tu vas aussi avoir quelque chose qu'on appelle un peu l'effet matrice. Alors ça c'est c'est un peu plus loin, donc je vais essayer de pas dire de bêtises par rapport à ça, mais il est prouvé que plus un aliment et dans sa forme la plus naturelle possible, mieux la digestion va se passer et plus tu vas en garder des quantités qui sont assez importantes. Ça amène vers des notions comme l'index glycémique, le CUD, coefficient d'utilisation digestive des protéines. Tu connais, tu vois, c'est quoi? C'est la biodisponibilité en gros ou non, pas exactement? Ouais, c'est le ratio entre protéines que tu manges et protéines que tu gardes. Ah, je connaissais pas ce... Tu connais pas ça? Non. Ok. En fait, tu vas avoir... c'est intéressant parce que c'est un peu comme l'index glycémique des protéines, si tu veux. On parle beaucoup d'index glycémique, mais trop peu de ça. Le stage que j'avais fait moi pour être en recherche, il se faisait dans une industrie laitière canadienne et on bossait beaucoup sur ça. Et en fait, ça va être sur 100 grammes de protéines ou sur X quantité de protéines que je mange, quel pourcentage va finir dans les toilettes le lendemain et quel pourcentage va rester dans mon corps. Le plus haut, c'est l'œuf. L'œuf cuit ou battu, avec un CUD qui va entre 92 et 100%. Tu as ensuite les whey très purs, c'est vraiment les vraies bonnes choses de qualité. Et ensuite, tu as d'autres aliments comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super important, tu vois. En fait, si tu prends toutes les briques de Lego qui composent un aliment à juste quantité et que tu les manges, tu n'as pas l'aliment final. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Il y a une étude scientifique qui avait été faite sur la vitamine E. Et c'est ce qu'ils ont prouvé, tu vois. La vitamine E, notamment en complément alimentaire, va être gardée à peu près 2 fois moins qu'une vitamine E dans sa matrice globale.
Parce qu'elle est accompagnée de lipides, etc., des trucs comme ça. Accompagnée de lipides, accompagnée d'antioxydants, accompagnée de plein de petites choses qui font que du coup la digestion va se passer de façon complètement normale. Et je pense que tu as aussi un petit peu cet aspect presque psychologique où en fait, dès lors que tu as décidé de manger un aliment, tu commences à le digérer. Si tu sais que dans 20 minutes, tu as commencé à manger une pomme, tu vas fabriquer une amylase, donc une enzyme dans ta bouche pour pouvoir digérer la pomme dès que tu vas la croquer. Tu vois. Ah ouais, t'anticipes carrément. Ouais, t'anticipes. Tu commences à manger dès que c'est décidé dans ta tête. Tu vois. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, c'est trop bien. Et c'est pour ça que les frustrations de on mange quand, hein, le retard du livreur sur Uber Eats, c'est parfois... Parce que tu le ressens physiologiquement. Exactement ça. Ouais, le corps, il est prêt, quoi. Mais le corps, il est prêt à accueillir, tu vois. Et puis même, ton estomac va commencer à fabriquer des sucs gastriques adaptés. Le foie se prépare par rapport à la bile. Parce que tout à l'heure, quand je te disais, la bile se fabrique en continu, bah, t'imagines bien qu'il y a quand même des choses à faire, quoi, tu vois. Ce qui justifie qu'en fait, nos repas, on les prépare et que en les préparant, bah, justement, il y a ce phénomène qui commence pour qu'on soit dans les meilleures dispositions. Tu mets le doigt sur quelque chose, là. Ça fait sens, ouais. Exactement. C'est très, très bien de préparer tes repas pour ça. Exactement. Aussi, peut-être parce que, bah, si tu prépares, tu goûtes. Bien sûr. Donc, tac, 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 tu vois, t'as commencé déjà à préparer un petit peu ton corps par rapport à ça. Mais ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là, parce qu'en fait, ton corps et ton cerveau vont se préparer à recevoir le dit aliment ou le dit repas que tu as décidé. C'est vraiment trop bien. Pour en revenir aux fibres, si tu disais que c'était aussi important, pourquoi? Parce que ça agit sur la satiété. Tu sais, tu disais de pas manger un aliment seul. Ouais. Quand c'est accompagné de fibres, qu'est-ce que ça provoque dans le corps? Et ça nous permettra peut-être de retransitionner sur le microbiote et sur les bactéries. Bien sûr. Alors les fibres, il va y avoir des fibres solubles et insolubles qui n'ont pas exactement la même fonction. Tu vas avoir des fibres, premièrement, qui, au contact de l'eau, vont former un gel lubrifiant, si on veut, qui va s'associer au mucus que tu as dans tes intestins, qui est déjà lui un peu lubrifiant, et qui va tout simplement permettre au sel de glisser beaucoup plus facilement vers la sortie. Ok. Donc déjà, plus de fibres, c'est moins de risque de constipation. Attention, parce que trop de fibres, ça peut faire l'effet inverse, diarrhée, etc. Ou des fibres qu'on tolère mal, notamment les fameux FODMAP, etc. Il faut un peu se méfier par rapport à ça. Et puis ensuite, tu as certaines fibres qui vont aussi ralentir la vitesse à laquelle le sucre va être digéré et absorbé, puis utilisé par notre corps, ce qu'on appelle le fameux index glycémique. Donc ça va jouer aussi. Donc tu le disais, ça c'est satiété plus longue, pic de glycémie moins important, donc moins de somnolence après les repas. Ça, c'est des choses qui comptent aussi d'un point de vue énergétique. Et puis, tu vas avoir une fonction, là, aussi beaucoup plus probiotique. Donc, forcément, tu as des fibres qui vont rester intactes dans ton côlon, dans tes intestins, si tu préfères. Et elles vont fermenter, elles vont pourrir, si tu veux. Et les bactéries qu'il y a dans notre transit vont se nourrir de ça. Et ça va permettre, du coup, d'avoir une population microbienne bien entretenue. C'est ce qu'on appelle, cette fois, une action prébiotique. C'est pas hyper bien fait parce qu'on s'y perd. Maintenant, on parle même de post-biotique. Oui, j'ai entendu ça. T'as vu ça? On s'y perd un peu malheureusement, mais en gros, les probiotiques sont les bactéries et elles se nourrissent de fibres qui fermentent ou autres, hein, et ça nourrit. Et c'est une action prébiotique. Donc ça, c'est assez important pour avoir cette logique-là. Et puis après, il y a d'autres choses, bien évidemment. Les aliments qui contiennent des fibres sont surtout végétaux, donc on parle surtout des fruits et des légumes. À l'intérieur, il y a souvent de l'eau, donc mine de rien, tu t'hydrates grâce à ça. Il y a des vitamines spécifiques, vitamine C, etc. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien avoir une vision de l'alimentation qui est pas trop microscopique, de pas trop isoler les choses. On parle souvent de fibres, de vitamines. Moi, j'aime bien parler d'aliments. En tout cas, je veux que mes patients ne parlent que d'aliments. C'est pas à eux de compter les calories, c'est pas à eux de compter les protéines. Tu vois, c'est à moi de faire un plan alimentaire qui prend en compte ce genre de choses. En tout cas, selon moi, tu vois. Et surtout, c'est ce qui fait le plus de sens parce que sinon, effectivement, on a une vision très détaillée, mais qui en oublie la généralité. Ouais. J'ai eu ça récemment. C'est un exemple que je prends souvent parce que ça m'a fait sourire. C'était une patiente qui vient me voir et qui dit j'arrive pas à perdre de poids, je suis un peu perdu. Pourtant, je prends mes capsules de vitamine C. Intéressant, ça. Alors, je l'ai déjà raconté dans un autre podcast, je radote un peu, désolé. Mais ça m'avait marqué parce que, au début, t'essayes de cacher un peu. Je comprends pas trop ce que pourquoi il dit ça, je comprends pas. Ouais. Non, puis tu sais, ce truc, et du coup, elle me sort son tube de vitamine C, là, qu'elle me secoue, là, la marque la plus connue. Bon, il n'y a pas un lien immense entre vitamine C et perte de poids. Si, bien évidemment, le corps reste un fonctionnement global, mais c'est pas la priorité de manger des capsules de vitamine C. Surtout que, on mange 2 pommes et un poivron et c'est réglé, tu vois. Voilà. Et du coup, je regarde un peu la façon dont elle s'alimente et tout était hyper déséquilibré, tu vois. Mais du coup, elle comprenait pas pourquoi en mangeant sa vitamine C, elle l'avait pas parce qu'elle avait entendu que la vitamine C était importante pour la santé, etc. Donc, je pense que c'est important d'avoir une base, notamment nous, assez scientifique, assez poussée, assez microscopique, mais je pense que l'alimentation doit rester quand même assez large, assez pragmatique, assez concrète, assez macroscopique. Ouais, carrément. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour repréciser, les fibres, c'est un type de sucre, on est d'accord? Oui, mais qu'on ne peut pas digérer. Ouais. Les vaches qui ont 3 estomacs,
je crois, et de la bêta-amylase, donc c'est une fibre spécifique, digère les fibres. C'est pour ça qu'elle mange de l'herbe. Nous, on mange de l'herbe, on n'en tire rien. Elle ressort telle quelle le lendemain, avec un sacré mal de bide, je pense d'ailleurs. J'imagine, ouais. C'est d'ailleurs pour ça, désolé, me flagellez pas, que je suis pas forcément un gros fan des légumes feuilles, moi, par exemple. Les régimes salades, pour moi, il faut d'autres choses, tu vois. C'est assez pauvre comme aliment, les feuilles, mine de rien. Et puis, ça peut être assez violent pour le ventre. Les salades, les choux, ce genre de choses, tu vois. On n'est pas fait pour manger des feuilles ou pas que ça, en tout cas, tu vois. Parce que la quantité de fibres, du coup, est très importante. Ouais, et puis ça va être des fibres un peu plus compliquées à digérer, etc. Mais c'est assez connu que le chou, c'est un petit peu costaud. Mais du coup, oui, ça fait partie désolé de te couper, c'est là d'où vient pas le mythe, mais le cliché de je mange des choux, j'ai des gaz, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Ouais, parce que temps de transit un peu long, fermentation importante. Après, ça dépend de certaines personnes. Oui. Bien évidemment. Certains le tolèrent très bien. Oui, bien sûr. Mais après, c'est aussi parfois des choses que je conseille à mes patients. Moi, tu parlais tout à l'heure de l'erreur à ne pas faire. Apprenez à vous connaître aussi, tu vois. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, si tu vois ça, désolé, qui a 77 ans. Ça fait 70 ans qu'elle a mal au ventre. Ah ouais, dur. J'ai un frère, il a 45 ans. Ça fait 45 ans qu'il a mal au ventre. Mais je te parle de maux de ventre handicapants. Ouais. Je te parle d'un truc qui socialement est compliqué. À choisir tes tenues, à toujours regarder dans un lieu public où sont les toilettes. Tu vois, vraiment quelque chose de costaud. C'est-à-dire qu'à tout moment, paf, tu vois, tu peux avoir un vrai problème. C'est compliqué quand même, tu vois. C'est très compliqué. Ça peut complètement changer ta vie. Ouais. Complètement. Puis en termes de confiance en toi, tu vois, c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça mon métier. C'est de rendre les gens libres. Pas grand chose à faire, moi, du poids qui perdent les gens. Ouais. Bah, bien sûr que c'est par là qu'on va me juger, mais tu sais, moi, je pèse pas mes patients, je suis pas ce genre de choses. Tu veux te peser, tu te pèses chez toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur liberté. Est-ce que t'es libre? Est-ce que le matin, quand tu rentres dans ton dressing et que tu vois ton jean préféré, ta robe un peu transparente ou ton t-shirt moulant, tu te dis, je peux mettre les trois, je m'en fous, je suis bien, tu vois. Ou alors. T'es pas là à faire des calculs, mais attends, si j'ai mal au ventre, c'est pas ça. Tu vois, il y a 3 semaines, j'ai fait un podcast avec Amandine Léger, qui est coach sportive et qui maintenant partage aussi un petit peu son quotidien. Elle parlait justement de son histoire et que pendant toute sa vie, elle a eu des problèmes de digestion et qu'effectivement, elle refusait des dates, elle refusait d'aller au restaurant, elle refusait d'aller boire un verre parce que ça l'handicapait tellement qu'elle avait ce stress qui l'empêchait d'avoir l'esprit tranquille. Et ça, cette liberté, comme tu dis, elle est précieuse. C'est costaud quand même, tu vois, tu t'interdis un date, quoi. Ouais. Tu vois, c'est quand même très très fort parce que, bon, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais du coup, tu t'interdis de rencontrer quelqu'un, tu vois, c'est fort quand même comme choix. Fort. Mais parfois, c'est un peu vu comme une fatalité, quoi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup ça dans mon entourage, dans ma famille. On est assez sensible du ventre dans ma famille. On le sait de toute façon, c'est aussi des indices, malheureusement. Les grands-parents ont eu des problèmes de ventre. Moi, j'ai mon grand-père qui a eu cancer, vessie, prostate, côlon. Donc, tu vois, on sait que c'est par là que ça fonctionne pas très bien. Ma maman qui a un dolicho-côlon, comme je te disais, un côlon trop long. Mon frère qui a des problèmes de ventre. On sait que c'est là que ça pose problème, tu vois. Mais il y a un travail aussi à faire, à mon avis, plutôt que de prendre ça comme une fatalité. Se dire, OK, allez, on reprend les bases. Après, attention, je mets pas forcément tout sur les épaules du patient ou du consommateur. Est-ce que les médecins proposent? Est-ce que les médecins ont encore le temps de faire ça? Avec la désertification médicale, tu sais que je viens de Picardie. Un rendez-vous chez le gastro-entérologue, c'est compliqué. Ils ont plus le temps. Donc, à qui est-ce qu'on jette la pierre? À mon avis, on la jette à personne, tu vois. En tout cas, j'ai pas la réponse. Et puis, j'ai pas forcément de réponse politique à donner à ce genre de choses. Mais c'est aussi vachement plus compliqué pour les médecins de prendre un papier, un crayon, faire un schéma. Ont-ils encore le temps de faire ça? Donc, c'est un peu compliqué aussi, malheureusement. J'imagine. Mais pas de fatalité, à mon avis, par rapport à ça. Et non, il est pas normal d'avoir mal au ventre pendant 60 ans. Non. Surtout pendant aussi longtemps, Ouais, bien sûr. Pour reparler des fibres et des probiotiques, si j'ai bien compris, les probiotiques sont déjà dans nos intestins. Oui. Et les fibres vont constituer les prébiotiques qui nourrissent ces probiotiques. Exactement, sachant que tu peux manger des aliments qui contiennent des probiotiques, notamment des aliments fermentés. Le chou fermenté, les pickles, le vinaigre, le fromage, les laitages, le tempeh, le kéfir, tu vois, il y a quand même des choses comme ça que tu peux consommer pour aller mettre des probiotiques dans ton ventre, quoi, d'une certaine manière. Et quand on dit probiotiques, c'est en fait une population de bactéries, c'est exactement, c'est ça, positif pour ton corps. Ouais. Positif pour ton corps. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y en a des, évidemment, il y a des bactéries qui sont négatives pour notre corps. Oui et non. En fait, je dis souvent, on n'est pas dans Star Wars. Il n'y a pas le bien et le mal d'à côté. Souvent, je me fais taper sur les doigts par les cinéphiles parce qu'ils me disent, écoute, t'as rien compris à Star Wars. S'il y a bien un film dans lequel il n'y a pas le bien et le mal d'un côté, c'est bien Star Wars. Mais écoute, j'ai vu Star Wars, j'aime pas trop Star Wars. C'est pas grave, on comprend bien la comparaison, ouais. J'ai 2 amours, c'est le cinéma et la nutrition. C'était soit journaliste cinéma, soit nutrition. J'aime pas Star Wars. Bon, bref, pas dans Star Wars. C'est pas une question de bien ou mal. C'est pas un bouton on, un bouton off, tu vois. C'est un équilibre de population. Mais bien évidemment, tu vas avoir premièrement ce qu'on appelle des bactéries pathogènes.
Escherichia coli. E. coli, qui est la bactérie responsable de la gastroentérite. T'en as quelques populations, ça pose pas trop de problèmes. T'en as énormément, t'as une gastroentérite. Ouais, je comprends. Tu vas avoir en fait dans ton corps un peu un rôle de compétition vis-à-vis des bactéries, les bonnes et les pathogènes. Un peu comme si ton intestin était une sorte de parking au sein duquel aucune place ne doit rester vide. Autant remplir toutes les places de parking de bonnes bactéries, sinon des mauvaises vont venir s'y mettre. Ouais, c'est la proportion qui va être importante. Exactement. Et ensuite, donc là c'est vraiment des bactéries, comme je te disais, pathogènes, voilà, les bactéries qui te donnent des maladies, quoi. Tu vois, pas de doute par rapport à ça. Et ensuite, tu vas avoir aussi parfois des déséquilibres des populations microbiennes qui vont faire que tes fonctions intestinales vont moins bien fonctionner. Par exemple, tu vas avoir un déséquilibre de ta flore intestinale qui fait que tu vas moins bien fabriquer de vitamine K2. Et la vitamine K2, elle permet d'aider à l'absorption du calcium, puis vitamine D, puis fixation sur les os, tu vois. Moi, j'ai travaillé un peu pendant mes études en hôpital à Reims, en unité rhumato. Et j'animais des ateliers d'éducation de patients. Tu vois, donc vous êtes tombé, vous êtes fracturé quelque chose, on est 8 autour d'une table, on parle bouffe, on parle nutrition, on parle recette, tu vois, des choses comme ça, un peu en prévention. Malheureusement, pas prévention primaire, c'est-à-dire pas avant. En France, on est très mauvais sur la prévention primaire, on préfère soigner que prévenir. Mais c'est encore une fois un autre sujet. Un autre sujet, ouais. Et j'étais vachement étonné de toutes ces personnes qui se gavaient de calcium. Parce qu'il y avait vraiment cette peur du col du fémur, tu vois. On disait à ces personnes, souvent âgées, souvent retraitées, bien évidemment, si vous vous cassez le col du fémur, c'est un peu le début de la fin pour vous, parce que vous allez perdre en mouvement, ça se soigne mal, c'est douloureux, et la perte de mouvement, c'est la perte d'autonomie, on va plus voir les petits-enfants, on fait plus ses courses, on fait moins d'activité physique, et c'est là que la vie commence finalement à dépérir un tout petit peu. Et on les gavait de calcium. Ben non, si tu l'absorbes pas ton calcium, ça sert absolument à rien. Et en ce moment, on se rend compte d'ailleurs que l'une des manières de soigner les problèmes comme ça, d'ostéoporose, etc., c'est déjà de soigner la flore microbienne. Parce que si le calcium, tu le gardes pas, tu peux en manger tout ce que tu veux, ça sert à rien, elle va finir dans tes toilettes le lendemain, quoi, si tu veux. Donc la flore intestinale, en fait, c'est l'étape 1, et beaucoup de ces personnes s'occupaient de l'étape 8 ou 9 sans s'être occupé de l'étape 1. Ça, exactement. Ça veut dire que aussi prendre un complément de vitamine D3 plus K2, c'est bien, mais si tu résous aussi l'étape 1, c'est encore mieux, c'est ça? T'as tout compris. Ouais, je vois. C'est ça. Et puis souvent, t'as des chaînes de réaction. Faut faire attention en fait à la façon dont on s'auto-médicamente et à quel point parfois on peut faire de la fainéantise intellectuelle, tu vois. Là, je sors un peu de la question que tu m'avais posée, mais on est aussi sur une chaîne de réaction. Je pense à l'action antioxydante. Souvent, on va dire aux gens, vous voulez avoir une action antioxydante, je vais vous donner de la vitamine C. Qui est un antioxydant. Pardon. Donc un antioxydant, j'explique ce que c'est pour le podcast. Okay. En fait, notre corps est exposé à différentes menaces, la pollution, le stress, le tabagisme, les médicaments, etc. Et en quelque sorte, ça va venir abîmer un peu les cellules de notre corps. Les antioxydants vont venir réparer ces petits bobos pour éviter que sur du long terme, il y ait trop de multiplication de cellules pour venir réparer ça. Qui dit multiplication de cellules dit augmentation des risques qu'une de ces cellules soit bizarre un jour, donc cancer, maladie, etc. Okay. Donc notre corps va utiliser une action antioxydante pour aller chercher ce qu'on appelle des radicaux libres, ça veut dire un peu la blessure de la cellule, gros raccourci mais c'est l'idée, pour le faire sortir du corps. Et c'est une cascade de réactions. Par exemple, si tu as un problème au cœur de ta cellule, c'est du gras le cœur de la cellule. Donc la vitamine C, elle y va pas parce que c'est de l'eau. La vitamine C, elle est dans l'eau, elle est hydrophile. Donc c'est la vitamine E qui va y aller. Donc si tu as beaucoup de vitamine C mais pas de vitamine E, il va jamais rien se passer dans ton action antioxydante dans le cœur de tes cellules, pardon. Tu vois? Donc il faut que la vitamine E soit bien là. Elle sort de la cellule, elle file le bébé, elle file l'oxydation à la vitamine C, hop, qui va ensuite dans le foie, etc. Bêta-carotène, bref, t'as tout, rétinol, t'as plein de réactions ensuite dans les urines, etc. Donc vraiment une cascade. C'est des cascades, c'est ça. Ouais. Toujours, à mon avis, avoir une vision de la santé holistique, globale, générale. Faut essayer d'éviter d'avoir comme ça des micro-pansements sur des énormes plaies, où tu comprends un peu là où je veux y aller, quoi. Faut essayer de voir qu'il y a des choses qui vont un petit peu plus loin que ça. Et là, on y est, en ce moment, parce que c'est un peu la mode des probiotiques qui sont sur le devant de la scène, et c'est une excellente chose par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que tout commence là, en fait. La digestion se fait dans le ventre, en fait, donc réparons déjà notre ventre. Est-ce que le défi, ça va être d'augmenter cette population de bactéries, ou non, comme tu l'as dit, c'est un parking, les places sont limitées et on peut pas les augmenter? Ça va être d'en avoir assez, bien évidemment, mais surtout d'avoir une assez grande diversité. Tu vois, tu as 50 000 milliards de bactéries dans le ventre, à peu près.
C'est gigantesque. C'est beaucoup. C'est absolument gigantesque. T'as 2 kilos de bactéries dans le ventre. On a plus 2 kilos de bactéries. 2 kilos à peu près, ouais. Entre 1 et 2. D'accord. Les grands modèles comme toi et moi, Ouais. on en a 2 Ouais. kilos, ouais, parce qu'on a plutôt 7 mètres d'intestin que 5, tu vois. D'accord, ouais, je pensais pas que c'était aussi... C'est énorme, hein. C'est énorme, ouais. Et on a à peu près 500 souches différentes. Ça peut monter un tout petit peu, mais on est globalement aux alentours des 500 souches différentes de bactéries. Et en fait, il est prouvé que plus que la population microbienne en termes de quantité, il y a aussi la qualité. Et donc, il faut qu'il y en ait des variétés assez différentes, si je puis dire. Et ça, c'est directement connecté à plein de choses, la dépression, etc. Là, je lisais un papier la semaine dernière sur ça, où ils se rendaient compte que dans certains intestins, on va avoir une population microbienne qui est plutôt aux alentours de 250 souches différentes, donc 2 fois moins en termes de diversité de population, et ça augmente les risques de dépression. J'ai plus le chiffre, mais c'est assez colossal, tu vois. Donc ouais, il en faut beaucoup, assez, et assez différentes, ouais. Et cette diversité, elle permet de quoi? En fait, elle permet de lutter contre plus d'attaques, entre guillemets, ou Ouais, est-ce que ça sera un raccourci un peu trop... Non, ça va être ça. Ça va permettre d'avoir un rôle compétitif qui est beaucoup plus optimal. Ça va permettre aussi d'avoir une digestion qui se passe bien, qui est moins stressante, donc une communication avec le cerveau qui se fait mieux, avec l'axe intestin-cerveau. Ça va permettre aussi d'avoir des digestions qui se passent mieux, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de fermentation, mais il se passe pas que ça dans notre ventre, parce que c'est les sucres et les fibres qui fermentent. Les bactéries, elles putréfient. C'est pas le mot le plus classe. Ouais, non, je crois qu'elle putréfie, elle fabrique de la cadavérine aussi. Ah ouais, là, c'est vraiment... Je me rappelle le cours de biochimie là-dessus. On est sur un lexique bien hard. Exactement, tu vois. Excuse-moi. Fabrication des corps gras aussi. Donc tu vois, il y a plusieurs choses qui vont se passer aussi à l'intérieur. Donc plus tu as une population large, plus cet ensemble de choses connectées à ta digestion puis à ta santé va bien se passer, effectivement. Ah ouais, mais c'est passionnant. Ouais, c'est fou, ouais. Et comment on a une population assez diversifiée? Est-ce que c'est, je sais pas moi, en augmentant la diversité de ce qu'on mange, en visitant des pays étrangers, tu vois, j'en sais rien. Comment ça se passe? Intéressant. Déjà, on part pas tous avec les mêmes chances. Parce que t'as déjà patrimoine génétique. Et qu'est-ce que ta maman t'a donné? Par exemple, moi, mon fils, il est né par césarienne. D'accord. Donc, il n'est pas passé par le col de l'utérus. Donc, il n'a pas eu cette chance d'aller chercher toutes les bactéries que sa mère aurait dû lui donner. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, maintenant, les bébés, dans certaines cliniques et dans certaines maternités, on ne les douche pas tout de suite. Ils sont... Alors, c'est un peu particulier hein, quand ton enfant sort. Moi, ma femme a une grossesse assez compliquée. Donc, ils ont dû l'anesthésier, etc. Et en fait, c'est moi qui lui ai donné mes bactéries. Donc, en fait, ils te mettent dans une pièce. J'avais très, très chaud. Avec le stress, je transpirais énormément. Ils m'ont posé mon fils sur peau à peau. Ouais. Peau à peau, tête à hauteur d'aisselle, ici. Ils m'ont entouré de 2 plaids. Je transpirais, j'avais chaud. Et du coup, pendant une heure, excuse-moi, je l'ai... Pendant 1 heure, c'est dur. Je l'ai gardé comme ça, quoi. Donc, moment magnifique, plus beau moment de ma vie, t'imagines bien. Impressionnant, ça. Génial, incroyable, parfait. Tu le regardes avec ses petites billes bleues, là. Ouais. Et du coup, il est tout rouge, un peu tout violacé. Il a une espèce de pellicule sur la peau. Mais moi, mon fils n'en avait presque pas. Là où un bébé qui naît par voie basse va avoir cette pellicule, cette peau, qui va du coup lui donner beaucoup de population microbienne. Donc déjà, il va y avoir ça. Et ensuite, il va y avoir, qu'est-ce que t'en fais, en fait? Est-ce que tu prends soin de ces bactéries? Est-ce que tu bois beaucoup? Est-ce que tu manges équilibré? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu manges diversifié? Voir des choses d'autres pays, comme tu le dis, c'est tout à fait juste. Est-ce que t'es stressé? Voilà, il y a tout ça. Est-ce que tu prends beaucoup de médicaments? Il est aussi d'ailleurs tout à fait possible de se mettre un petit coup de boost en faisant une petite cure de probiotiques de temps en temps, en les sélectionnant bien. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses qui vont se passer dans ta vie qui vont faire que cette population meurt, grandit, se diversifie ou pas. Est-ce que tu prends beaucoup d'antibiotiques? Toi, c'est dedans, antibiotiques contre la vie, probiotiques pour la vie. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait énormément. Maintenant, on a pas mal avancé sur ça d'un point de vue médical. Je l'espère, en tout cas, je croise les doigts, par pitié. Quand on te met des énormes cures d'antibiotiques comme ça, derrière, on te refait une petite cure de probiotiques, généralement, pour aller réparer un petit peu tout ça. Donc, tu vas avoir un petit peu cette espèce de petite population, effectivement, qui est en toi et qui va évoluer en fonction de ce que tu lui imposes, des choix que tu fais. Et puis de ta sensibilité personnelle, là malheureusement c'est un peu plus fataliste, mais bon la génétique là tu la maîtrises pas trop quoi. Bien mais du coup c'est jamais trop tard pour en prendre soin. Non, on est d'accord que même si on n'a pas toutes les conditions qui nous permettent de commencer notre vie avec une population assez diversifiée, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler au fil du temps avec une bonne alimentation, etc. Complètement. Par contre faut pas faire les choses n'importe comment. Le fait d'avoir comme ça pas les bonnes bactéries ou pas dans les bonnes proportions, on appelle ça une dysbiose. Okay. Et tu peux aussi avoir une forme, je dirais, d'inflammation chronique, notamment dans tes intestins, qui va créer ce qu'on appelle de l'acidose métabolique. C'est-à-dire que ces bactéries sont des êtres vivants. T'es plus à l'aise à 20 degrés ou à 65 degrés, toi, dans une pièce? À 20 degrés, ouais. Et c'est pareil pour ces bactéries dans ton ventre, tu vois. Il y a la température, le pH,
l'humidité, etc., qui vont aussi jouer. Et si ça fait plusieurs années que ça ne va pas trop, que tu as des énormes problèmes de ventre, tu vois peut-être même des pathologies, tu vois que tu n'as pas soigné, tu peux prendre tous les probiotiques que tu veux, que ça va jamais rien donner. Moi, j'ai ça parfois avec des patients. Je dis une cure de probiotiques. Si vous l'arrêtez et que ça donne rien, vous en refaites 1 mois. Et si ça donne toujours rien, vous arrêtez. Parce qu'en fait, les bactéries ne veulent pas coloniser votre côlon. Ouais. Donc en fait, elles s'y plaisent pas ici. Donc ça sert à rien de continuer à vous battre. Il faut déjà qu'on règle ces problèmes et ensuite on va seulement essayer d'aller faire installer ces bactéries au bon endroit. Et quand tu dis on règle ce problème, c'est consulter pour trouver la solution. C'est ça, c'est souvent jouer sur l'inflammation. Ça va être aussi, on en parlait tout à l'heure avec ces personnes qui ont mal au ventre à longueur de temps, essayer peut-être de faire un petit test FODMAP. C'est des choses que je fais beaucoup avec mes patients. Alors, j'explique ce que c'est. Oui, on peut. Donc, les FODMAP sont des fibres ou des sucres ou des pseudo-sucres, souvent des édulcorants, que certaines personnes vont mal digérer, tout simplement. Alors, j'ai plus tous les acronymes, mais c'est fructo, oligo, dimonosaccharide. Le A, c'est end, et le P, c'est polyol. Tu les as tous. Je crois que c'est bon, ça va. Et certaines personnes les tolèrent mal. Mais il y en a une quarantaine. Jamais t'en digères mal 40. Ouais. Souvent, il y en a 3, quoi, tu vois. Tu digères pas le melon, tu digères pas le poivron, tu digères pas la peau de la tomate. Ok, c'est bon, c'est réglé. Et après, c'est réglé. Tu mets ça de côté. Donc, tu peux faire ces fameux tests qui sont des tests d'exclusion où, en fait, tu vas mettre de côté tous les aliments qui contiennent des FODMAP pendant 2, 3 à 5 semaines. 5, c'est vraiment le max du max quand t'as mal au ventre depuis des années. Et après, tu réintègres petit à petit et en voyant ce que ça peut provoquer. Ouais, tu fais comme de la diversification alimentaire pour les enfants. Et en fait, tu vas les réintroduire un à un. Je conseille toujours de réintroduire celui qui te manque le plus. Dans la liste, il y a la papaye. Bon, ça va. Ça va. Il y a le chocolat. Ah, ça va moi. Tu vois. Donc tu vas réintroduire. Donc tu vas faire un petit peu comme avec un enfant, tu vois. Alors faut faire au cas par cas. Là, je fais des généralités. Oui, bien sûr. On va dire que par exemple, tu vas introduire 1/3 de portion. T'attends une journée. Ok, il s'est rien passé. 2/3 de portion. Ok, il s'est rien passé. Une portion complète, il s'est rien passé. C'est pas celui-là. Ok, trop bien. Tu peux faire plus ou moins, ça dépend. Vraiment, faut vraiment faire au cas par cas. Et ensuite, t'as un choix à faire. Imaginons que t'aies identifié 3 FODMAP que tu ne tolères pas. Tu peux t'arrêter là et te dire, moi, plus jamais je mangerai de papaye, de poivron et de tomates, par exemple. Ou alors, tu cherches ton seuil de tolérance. Tu vas te dire, par exemple, je mange 10 grammes de papaye. Ok, j'ai pas mal au ventre. 20 grammes, j'ai pas mal. 30, ça va. 50, aïe, ok. Ok, tu sais que tu peux tolérer à peu près 30 à 40 grammes de papaye au niveau FODMAP, au niveau digestion. Ok, trop intéressant. Donc ça peut être intéressant pour, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, apprendre à se connaître. Et après, t'as plein d'autres choses. Moi, je fais beaucoup de questionnaires avec mes patients sur une échelle de temps à temps. Où est-ce que vous mettriez la barre par rapport à telle chose? Tu fais des diagnostics, quoi. T'essayes de voir à quel point ils ont de l'inflammation. Tu fais ton enquête, voilà, c'est ça. Tu fais ton anamnèse, tu fais ton enquête, et puis ensuite, t'essaies de voir ce qui va ou ce qui va pas. Et puis, tu soignes les choses tranquillement, efficacement, l'une après l'autre. Et ensuite, derrière, on repeuple au niveau microbien. Ouais. Toujours dans le but de retrouver sa liberté. Exactement, t'as tout compris. Attends, juste avant, t'as mentionné les polyols. Ouais. Alors, des fois, je le vois sur la liste d'ingrédients des barres de prot ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est en fait les polyols? J'ai cru comprendre que c'était des trucs qui se digéraient pas, des sucres qui se digéraient pas. Alors c'est un peu pas exactement ça. Si, c'est un peu cette logique-là. Les polyols, premièrement, ce sont des édulcorants. Donc, c'est des édulcorants. C'est donc, pour ça qu'ils rentrent pas dans le compte des calories. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc c'est quoi un édulcorant? C'est un sucre qui a le goût de sucre, mais qui n'est pas calorique. Parce qu'effectivement, digestion, etc. derrière, c'est très facile à reconnaître. Les polyols finissent par OL. Xylitol, maltitol. Stéviol. Oui. Je le connais pas. Je connais la stevia, mais ils ont peut-être fait un dévié en édulcorant. J'ai vu stéviol quelque part. Ouais, c'est possible. Il y en a énormément qui sortent. Qui sont eux des édulcorants naturels. C'est ça? Oui. Ouais, notamment le sucre de bouleau pour le xylitol, des choses comme ça. Bon, naturel. Parfois des petites transformations chimiques qui sont quand même. Oui, bien sûr. Après, je les connais pas tous, mais je crois de mémoire, je veux pas dire une bêtise, faudrait vérifier. Je crois qu'ils sont tous globalement plutôt naturels à vérifier. Sorbitol, etc. Le problème des édulcorants, ou en tout cas de certains, par rapport à la flore microbienne, c'est qu'ils peuvent modifier un petit peu comment ça se passe dans notre ventre. C'est parfait parce que c'était ma prochaine question en plus. Donc tu vois, la transition est toute trouvée sur ça. Parfait. Il peut y avoir des modifications de certaines fonctions, la motricité par exemple, l'efficacité avec lequel la communication de l'axe intestin-cerveau. Il y a un gros nerf, le nerf numéro 9, je crois, qu'on appelle aussi le nerf vague. Je crois que c'est le nerf 9, ouais.
je crois que ça, ou le nerf vague si tu préfères, qui relie les deux, et c'est vraiment l'autoroute de la communication entre les deux, chose qu'on ignorait encore par le passé. Hein. On pensait que seulement le cerveau communiquait avec les périphéries du corps. Mais on sait que le chemin inverse aussi est possible. D'où le fameux second cerveau, etc., dont on parle parfois. Alors vous n'avez pas un cerveau dans le ventre, hein. Ne cherchez pas à réfléchir avec votre rate. Non, ça ne donnera rien. Mais c'est un peu cette logique de neurones en tout cas qui remonte. Et du coup les polyols, en tout cas à répétition pour les personnes sensibles aussi, ça aussi c'est très intéressant. Tu vois. Ah oui, à répétition pour les personnes sensibles. Exactement. J'imagine en quantité certaine. Exactement, tout à fait. Il y a pas de poison. Tu connais, tout est question de dose, tu vois. Donc faut aussi faire un peu attention à ça. Ça peut faire peur, tu vois. Mon Dieu, j'ai mangé un chewing-gum hier, il y avait du sorbitol. Non, on va quand même faire un petit peu gaffe. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ces polyols, c'est qu'ils vont modifier le temps de transit dans ton côlon. Donc, tes selles peuvent avoir un défaut d'absorption ou de redistribution de l'eau. Je comprends. Souvent de redistribution de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont pas rester assez longtemps dans ton côlon, elles vont avancer trop vite. Ton corps n'a pas le temps de récupérer suffisamment d'eau dans tes selles. Elles sont trop liquides, elles sont trop fragmentées. Ça s'appelle une diarrhée, tout simplement. On dit même parfois, on fait des raccourcis, les polyols donnent la diarrhée. Tu vois. Donc, ça peut être problématique parce qu'en fait, si c'est répété, donc du coup, ta motricité intestinale peut prendre une petite claque. En réponse à ça, tu vas peut-être aussi adapter derrière ton alimentation, mettre moins de fibres, mettre moins de certaines choses, donc constipation. Puis du coup ça va pas, donc tu remets des fibres, tu remets des choses, tu vois. Et en fait c'est comme ça que tu te retrouves facilement avec des personnes qui vont alterner en permanence, avoir ce qu'on appelle des bouchons fécaux, c'est-à-dire vraiment avoir une énorme constipation. Et une fois que ce bouchon fécal part, voilà, c'est des diarrhées pendant certains jours, quoi. Mais on est d'accord que techniquement alors, ces édulcorants vont pas détruire les probiotiques. Non, mais c'est ces modifications des fonctions intestinales qui font que le fameux équilibre dont je te parlais tout à l'heure va faire que elles vont moins bien s'y sentir, elles vont moins bien rester, elles vont moins bien faire son travail. Et cette action de deuxième cerveau va moins bien fonctionner. Donc là où ce second cerveau est un peu un chef d'orchestre qui dit au foie file-moi un petit peu plus de bile, qui dit au pancréas j'ai besoin d'insuline ou un peu moins, et cette fonction de communication va moins bien se faire. Donc sur un instant T on s'en fout, mais sur du moyen ou du long terme, ça va forcément perturber ce fameux équilibre du système digestif. Et comment on peut savoir si on y est sensible ou non ? C'est par de l'expérimentation, c'est en s'écoutant entre guillemets, tu vois, c'est compliqué de connaître où est la limite et s'il y en a une. Exactement. On est son premier médecin. Je pense qu'il est important qu'on apprenne à se connaître. J'ai eu l'expérience comme ça d'un proche dont je tairai forcément le nom vu la suite de l'expérience, de l'anecdote, que je connais très bien depuis des années. On parle, on se confie, on s'est déjà parlé assez près en termes de distance l'un de moi. Et un jour, ça aide d'être thérapeute parce que tu peux dire des choses que les autres ne disent pas. Je dis écoute mec, là niveau haleine c'est compliqué. Et je lui dis t'as pas l'haleine d'un mec qui boit pas, t'as pas l'haleine d'un mec qui vient de se réveiller, on la connaît celle-ci. Et je dis t'as l'haleine d'un mec qui a un problème, tu vois. Tire la langue, elle est jaune sur la moitié à l'arrière, tu vois. Et il dit, ouais, putain, j'avais remarqué. Je dis, pourquoi tu réagis pas, tu vois? Connais-toi. C'est absolument pas classe. Parenthèse, pas classe du tout. On connaît l'odeur de nos urines, on connaît l'odeur presque de nos excréments, on le sait, on connaît leur couleur, on connaît leur texture. Sinon, il existe une échelle, tu sais, qu'on appelle l'échelle de Bristol, qui va classer les selles de 1 à 7, selon leur texture, couleur, fragmentation, etc. Apprenons à nous connaître, quoi, déjà. Tu vois, est-ce que ta transpiration d'un coup devient beaucoup plus abondante et très 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 malodorante alors que c'est pas la tienne, tu vois, tu la connais ta transpiration, tu la connais par cœur, tu vois. Donc je pense qu'il faut complètement apprendre à se connaître par rapport à ça. Et puis ne pas hésiter à faire des actions préventives, quoi. Aussi, tu vois, dès que tu vois qu'il y a un petit truc qui va pas, t'essaies de voir, t'essaies de comprendre. Même si on aime toujours aussi avoir la validation d'un expert d'un domaine, tu peux faire tes expériences. Moi, je dis des fois à mes patients, teste, fais ton truc, vois un petit peu ce qui se passe, essaye, et puis tu vois un petit peu ce qui se passe. Mais oui, je pense qu'il faut être attentif aux signaux que le corps nous envoie. Encore une fois, c'est facile à dire. Des fois, on a des rythmes de vie qui sont un peu costauds, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, il n'y a pas de médecin à disposition. Mais c'est beaucoup de se poser la question. Il faut essayer, il faut, si possible, essayons d'apprendre à nous connaître, bien sûr. J'imagine que ça vaut pas le coup de céder à la panique sur ces édulcorants et ces polyols. Non, jamais. Surtout qu'on est quand même sur quelque chose, et je l'ai dit plusieurs fois, sur moyen ou long terme. C'est pas un poison. Tu vois, il va pas t'arriver quelque chose de grave. On n'est pas sur une allergie où c'est on-off, quoi. Tu consommes de mauvais aliments, clac, œdème de Quick et c'est fini, quoi. On n'est pas là-dessus. On est sur quelque chose qui va créer des désordres avec le temps. Il y a 50 000 milliards de bactéries là-dedans. Et on va pas y avoir une éradication en un instant, tu vois. Donc ça va prendre du temps. Par contre, il y a parfois des seuils qui sont franchis, quoi. Tu vois, tu vas parfois avoir des personnes qui ont un tout petit peu mal au ventre et puis boum, du jour au lendemain, sang dans les selles. Ouais, tu vois. Il peut y avoir comme ça des choses qui switchent un peu, quoi. Ouais, qui basculent un tout petit peu. Donc faut pas perdre son temps.
Et surtout, ouais, non, jamais céder à la panique, quoi. Encore une fois, on ne parle que d'alimentation depuis tout à l'heure. Il y a rien de grave. Faut souffler un peu. On va pas parler de plaisir parce que là, on parle quand même d'un sujet un peu particulier, mais reconnectons avec ce qu'on se disait tout à l'heure, quoi. On parle de ce qu'il y a dans notre assiette, ça va bien se passer. Pas de problème par rapport à ça. Ouais, c'est bien de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ouais, et puis bon, il y a 2-3 trucs qui fonctionnent. C'est les astuces de grand-mère. T'as mal au ventre, pommes, poires, riz, carottes, protéines blanches, ça marche toujours, hein, ces petites astuces-là. Donc on peut aussi aider des choses comme ça, sans faire d'automédicaменtation, c'est pas ce que je dis. Mais on peut aussi, encore une fois, comme je l'ai dit en toute première question, se responsabiliser vis-à-vis de sa santé, apprendre à se connaître. Ouais, apprendre à se connaître. Ouais. Et est-ce que c'est le même constat pour les édulcorants artificiels ? Alors, les édulcorants artificiels, édulcorants de charge, etc. J'ai entendu beaucoup de personnes, justement, éviter les édulcorants artificiels à cause de ce que ça pourrait provoquer sur la flore intestinale. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est vrai. C'est encore plus vrai d'ailleurs avec cette fameuse communication axe, parce que le axe cerveau-intestin. Le problème, c'est la réponse qu'il y a face à ça. Parce qu'en fait, t'as peut-être entendu parler de l'aspartame. Oui. Nous, quand on était petits, on nous parlait de ça. T'as peut-être connu ces grands-mères qui avaient des sucrètes, là, et ça a un peu fait un tollé où d'un coup, l'aspartame est un poison. En réponse à ça, ils ont fait des études scientifiques sur l'effet de l'aspartame sur le corps humain. Surtout de l'in vitro, donc virtuel, un peu d'in vivo dans le corps. Et les industriels ont dit, voyez, il faut manger des quantités d'aspartame absolument essentielles pour avoir des problèmes. C'est une connerie. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier dans le fonctionnement du corps. Et c'est la raison pour laquelle les études scientifiques en nutrition sont si compliquées. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, ou le totum, T-O-T-U-M. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'étudier l'effet d'une molécule seule dans une boîte de pétri, dans un tube à essai, ou même dans le corps d'un être humain. Il faut étudier les interactions avec tout ça. Tu vois pas la quantité de choses qu'on mange, la quantité de choses qu'on respire, la quantité de choses qu'on boit, la quantité de choses qu'on ingère avec les médicaments. Ça fait autant de choses à prendre en compte. Exactement, tu vois, et des interactions qu'on ignore parfois, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai envie de conseiller aux gens de faire un peu un pas en arrière par rapport à l'aspect scientifique de ce dont on est en train de parler, et de faire peut-être un tout petit peu plus preuve de bon sens. Je veux surtout pas paraître hautain quand je dis ça. T'as vu l'étude scientifique là, il y a 2-3 semaines, Nutrinet Santé, sur les deux... Non, je crois pas, non. Ils ont mis en avant 2 additifs alimentaires. Nutrinet Santé, donc grosse étude scientifique, in vivo. 200 000 personnes étudiées pendant 15 ans. Okay. C'est gigantesque, hein, ces études-là scientifiques. Donc là, pour le coup, tu peux difficilement faire plus in vivo que ça. Et ils ont vu qu'il y avait 2 additifs alimentaires qui explosaient tous les compteurs d'un point de vue prévalence des cancers, quoi, tu vois. Bah, surprise. Au bout d'un moment, tu vois, on est quand même dans de la chimie, dans l'opposé de la nature. On est, tu vois, pour le coup, je pense que le bon sens doit aussi rentrer en ligne de compte. Parce que si l'idée c'est, bon bah du coup, j'aime manger des aliments qui sont très sucrés, mais je veux pas de calories, du coup, je me gave d'additifs alimentaires et d'édulcorants. Mais du coup, j'ai toujours pas réglé mon problème, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de boire 3 litres de coca, je bois 5 litres de coca zéro. J'exagère un peu, mais t'as compris l'idée. Non, tu vois, faut peut-être, encore une fois, avancer tout doucement, essayer de comprendre les choses et essayer d'arrêter de remplacer des choses qui sont naturelles et pas dangereuses à petite dose par des choses qui sont complètement artificielles, dont on ignore beaucoup de choses pour l'instant. Tu parlais de stéviol tout à l'heure ou de stevia. Moi, j'ai aucune réponse à donner là-dessus. C'est trop récent. Tu vois, l'aspartame, les tollés que ça fait, on sait pas. Faut prendre son temps, tu vois. Puis il faut faire preuve aussi de doute. C'est important en science, le doute. Je dis souvent dans mes vidéos que je ne sais pas, c'est ma phrase préférée. C'est ça le doute, c'est ça l'esprit scientifique. Donc je pense qu'il faut y aller doucement, à mon avis, sur toutes ces choses-là, et puis pas faire trop de généralités, mais encore une fois, rester sur du naturel. Je pense qu'à partir du moment où il y a plus de doute et qu'il y a certitude, ça s'appelle être un gourou. Hein. Donc exactement. À partir de ce moment-là, c'est clair que un petit peu de bon sens, ça fait jamais de mal. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit sur l'analogie. J'ai envie de boire un soda sucré, je vais remplacer par quelque chose de 0 calories, mais peut-être que je ferais bien de réfléchir à pourquoi j'ai envie de boire beaucoup de soda sucré, plutôt que directement d'aller me trouver une alternative. Ça, c'est hyper intéressant. Ben, ça reconnecte avec les pulsions sucrées dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Tu rentres tous les soirs, ça fait 5 ans que tous les soirs à 17h, tu te déçois toi-même en ne comprenant pas ce qui se passe et pourquoi tu ingères autant de chocolat, de fromage, etc. Tu subis cette situation. Exactement comme je te le disais tout à l'heure, tu subis certains repas, tu vois. Non, sortons de ça, essayons de comprendre, tu vois, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, je suis fatigué, je suis stressé, il y a un truc qui va pas, mon repas du midi n'est pas équilibré, tu vois. Pourquoi est-ce que tout ça se passe dans ton corps, quoi, tu vois, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que ce sucre vient-il compléter chez toi que tu n'as pas ailleurs, parce que c'est aussi circuit de la récompense, tu vois, c'est aussi plein de choses, tu connais très bien tout ça. Donc je pense qu'effectivement, il faut
Faut essayer de prendre son temps, de régler toutes ces petites situations-là, plutôt que de les remplacer par d'autres alternatives absolument artificielles dont on ignore beaucoup d'effets, sur du long terme surtout. Je pense à moi, en fait, qui ai quand même pas mal besoin de ma boisson énergisante, tu vois, dans l'après-midi. Okay. Et je suis en train de réfléchir pourquoi j'en ai besoin. Ouais. Et comment je pourrais m'en passer. Et après, je me demande aussi, est-ce que ce genre de choses pourrait quand même avoir leur place, ou vraiment le bon sens, tu vois, prévaut. Et faut pas se mentir en fait, faut faire face à ses propres responsabilités et se dire non mais attends, tu peux pas chercher des excuses pour justifier la consommation de ce genre de choses alors que probablement qu'il y en a pas. Tu vois, où est-ce qu'on place le curseur? Alors, je pense qu'il faut essayer d'éviter de jouer à un jeu. C'est bien d'être soi-même, c'est bien de se connaître, c'est bien d'être en paix aussi. Tu vois, moi je me rends compte là, j'ai 35 ans, que j'apprends enfin à me connaître aujourd'hui. Tu vois, ah ouais, ok, c'est bon, je suis comme ça, quoi. Je vais arrêter de me battre contre ça, ok. C'est bon, mec, souffle. C'est pas grave, t'as d'autres qualités ou t'as d'autres défauts. Non mais tu vois, des fois tu te bats. Ah Jérémy, t'es un peu comme si, t'es un peu. Ça on me dit souvent moi que je suis un peu intense, un peu stressé, un peu anxieux. J'essaye de le cacher, c'est nul, je le cache pas du tout. C'est mort. Ouais, je suis comme ça, je suis exigeant, je suis plein de trucs, etc. Tu vois. Et ben je pense qu'il peut y avoir des choses aussi. Tu vois, je vais te dire un truc. Moi j'aime bien boire de la bière. Est-ce qu'on va aller brûler mon diplôme, fermer mon cabinet demain? Non, j'aime bien boire une petite bière. Ok. Non, je vais même te dire autre chose, plus une bière. J'aime bien boire un petit verre de rouge de temps en temps avec ma femme. De temps en temps, avec ma femme, pas seule. Et ça va être un vin de qualité une fois tous les 15 jours, le vendredi soir. On a précisé le contexte, voilà, etc. Exactement. Ouais. Et c'est décidé, c'est pas subi. Et puis on est posé, on discute. Allez, moi, c'est notre moment à nous, le petit est couché, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Je me flagelle. Je mets de côté ce plaisir, même si on en a parlé tout à l'heure avant le début du podcast. Je pense qu'en France, on a un petit problème avec l'alcool, où c'est compliqué de pas boire en société. Faut toujours expliquer pourquoi tu ne bois pas. Ouais. Alors que t'as parfois des mecs en after work qui se mettent 4 pintes de pédieux, tu vois, ils rentrent chez eux, tu vois, ils sont mal. Mais je pense qu'il faut arrêter de se mentir, quoi. T'as besoin de ta boisson énergisante, ça va. On va pas mettre bout à bout toutes les choses positives que tu fais pour ta santé, notamment d'un point de vue sport. Après, faut peut-être réfléchir à la faut-il tout le temps, tous les jours, à la même heure, de la même marque, dans la même quantité. Tu vois, parce que on avait fait un test comme ça. Je ne répondrai pas à cette question. J'en demanderai pas plus. On avait fait un test comme ça. Alors, moi, je l'ai un peu senti, mais je vais pas te mentir, j'ai pas envie de surjouer le truc non plus. Mais l'idée, c'était de montrer que tout était une drogue. On avait un prof à la fac, je sais plus c'est un prof de quoi, peu importe, qui nous avait dit, pendant 1 mois, je crois, vous allez manger tous les jours, à la même heure, le même carré de chocolat, de la même marque, dans le même fauteuil, en regardant le même programme télé ou en écoutant la même chanson. Et vous arrêtez brutalement du jour au lendemain au bout d'1 mois. Ça va être dur. Le corps réclame. Ouais, ça va être très dur. Parce qu'il y a une habitude. Tu vois, il y a un mécanisme qui s'est créé. Bon, moi, je l'avais un peu senti. Pas te mentir que je me rappelle plus si je l'avais super bien fait ou pas. Mais j'avais personne dans ma classe qui disait, c'est complètement fou, mais tu trembles, etc. Tu vois. Moi, j'ai juste dit, oui, c'est vrai que je mangerais bien un petit bout de chocolat. Est-ce qu'on était vraiment dans l'addictif au point? Non. J'avais réglé le truc assez vite. Mais encore une fois, je me souviens plus si j'avais mis le curseur de l'exigence très très haute. J'étais un petit con d'étudiant à l'époque. Un peu insolent, ouais. C'est ça. Et, exactement. Et voilà, donc t'as quand même ce truc où l'habitude crée des réflexes, crée des situations aussi où ton corps sait que, à tel moment de la journée, il va y avoir ce petit boost d'énergie. Donc, peut-être que la réponse, ce serait une sieste. Peut-être que la réponse, ce serait de regarder la qualité de ton sommeil. Faudrait essayer de voir qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment, cette boisson. Peut-être que t'as un moment dans l'après-midi où tu sais que c'est le rush, donc ça te rassure. Faudrait voir aussi si c'est efficace, parce que ça te permet d'être 3 fois plus productif, donc d'être plus fier de toi à la fin de la journée, donc plus heureux. Et après, bien évidemment, tu sais bien que le moins de ce genre de choses, c'est le mieux, tout comme moi avec mon verre de vin de temps en temps avec ma femme. Complètement. Mais j'ai pas envie, moi, de trop pousser le curseur par rapport à ça, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, devant la montagne de l'équilibre alimentaire. Faut que je fasse les courses, faut que je m'hydrate, faut que je mange des protes, faut que je mange pas trop de sucre, faut que je mange des fibres, faut que je mange de saison, faut que je mange mes vitamines. Pas trop de gras saturé. Tu vois, tu te rends compte? Les dictates, ça fait beaucoup, quoi. Et toi, t'es là au milieu de ça, t'es stressé, t'en peux plus, t'as les gamins qui crient, t'as ton mari qui t'aide pas à faire la bouffe ou l'inverse, ta femme qui t'aide pas, le boulot ça va pas, il fait nuit à 17h. La flemme. Je vais plutôt aller m'injecter de l'Ozempic ou je vais plutôt aller faire une méthode. Merde, j'ai glissé, j'ai parlé d'Ozempic, je me rappelle. Mais tu vois, t'as peut-être pas forcément envie d'aller chercher cette fameuse liberté et cette fameuse responsabilisation vis-à-vis de toi-même, tu vois. À la flemme, c'est normal, ça fait trop. Et puis du coup, comme je le disais tout à l'heure, on touche quand même à ce que j'espère pour beaucoup de personnes encore une source de plaisir, quoi. Plaisir, convivialité, partage, découverte. Manger, c'est cool. Autant boire de l'eau et respirer, bon, c'est des besoins vitaux, mais il y a plus fun quand même. Mais manger, c'est vrai que c'est cool. Manger, c'est vraiment un plaisir. C'est pas mal, quoi. Quand même, pour le coup. Et puis, à l'inverse de l'eau où c'est de l'eau, l'air c'est de l'air, le sommeil c'est du sommeil. Là, on a quand même un panel de choses
Tu vois, on n'est pas dans Snowpiercer où on va manger des gels qui couvrent 100% de nos besoins alimentaires comme ça en une journée, tu vois. Ouais, là, on peut faire des choses qui sont quand même très sympas, très créatives, ouais, etc. C'est ça. Donc, je pense pas qu'il faille trop émailler ces gens. Restez vous-même, quoi. Restez vous-même. Je pense si vous avez des petites habitudes comme ça, qu'elles sont pas trop toxiques, que le reste de l'alimentation est plutôt équilibré, ça va le faire, quoi. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est même pas mon habitude qui me fait peur, c'est le fait de ne pas m'être posé la question. Donc, je vais quand même me poser la question. Ouais. Que je garde l'habitude ou pas, c'est une autre histoire. Mais quand même me poser la question parce que c'est vrai que en fait j'ai considéré ça comme une routine qui est presque qui fait partie de ma journée en fait. Et du coup effectivement, peut-être que d'y réfléchir un tout petit peu, ça me m'aiderait ou pas d'ailleurs à la changer. À voir. Ouais. Puis à voir si t'as encore la main sur ça. Tu vois, est-ce que si un jour il y en a plus, comment ton corps l'interprète? Tu vois, c'est ça. Est-ce que je suis pas bien? Est-ce qu'il y a une petite panique? Est-ce que tu regardes, voilà, est-ce que je vais passer la supérette du coin, aller en chercher une? Peut-être changer de marque, voir, je sais pas, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Sûr, ouais. C'est des choses qu'il faudrait expérimenter petit à petit, ouais, toujours délicatement, avec bienveillance toujours, ouais, je pense. Carrément. Ouais. T'as quand même mentionné un peu les additifs avec l'étude qui était sortie il y a pas très longtemps. Les additifs, c'est quelque chose. À quoi servent les additifs d'ailleurs? À augmenter la durée de vie d'un aliment ou pas forcément? Par exemple, les conservateurs. En fait, un additif, ça va être un produit, un ingrédient qui va être ajouté à la recette dans le but d'en améliorer ses propriétés. Souvent ce qu'on va appeler propriétés organoleptiques, donc sensorielles, la couleur, le croustillant, mais aussi parfois d'autres propriétés telles que la conservation, par exemple. Et un émulsifiant, c'est un additif aussi alors? Exactement. Okay. C'est bien que tu parles de ça parce que j'allais en parler. Les émulsifiants sont des additifs. Le problème, je te parlais tout à l'heure du mucus qu'on a dans nos intestins, qui est donc cette molécule qu'on a de la bouche à l'anus de notre tube digestif pour fluidifier un peu les choses pour qu'elles avancent. C'est un peu gras, le mucus. C'est un tensioactif, c'est un mélange d'un peu de gras, un peu de protéines. C'est un peu particulier comme formule chimique. Si tu manges trop d'émulsifiants, tu vas un peu émulsionner ton mucus d'une certaine manière. Je fais un immense raccourci. Oui. Désolé les biochimistes. Je vous vois en commentaire à chaque fois. Désolé. Mais on vulgarise un petit peu. Et du coup, ça va poser problème. Si tu prends les conservateurs, l'objectif d'un conservateur, c'est qu'il n'y ait pas de bactéries dans ton produit. Et si tu manges trop de conservateurs, ils se retrouvent dans un endroit qui sont tes intestins, où ce serait bien qu'il y ait des bactéries. Tu vois, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir poser problème aussi à ce niveau-là, quoi. Exactement. Ah, je comprends. Et puis, je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas parler de quelque chose où on ment un peu au consommateur quand même, sachant que il y en a certains qui sont vraiment faits pour piéger le consommateur. Tu vois. Moi, j'avais travaillé un petit peu à la fac, je faisais des cours de formulation. Donc, en gros, formulation, c'est aujourd'hui, on va fabriquer de la danette vanille, par exemple. D'ailleurs, petite anecdote, il n'y a pas de vanille dans la danette vanille, ni même d'arôme vanille. C'est l'arôme lait chaud. Lait chaud? Ouais. Donc, lait chaud plus packaging jaune égale vanille. Ah, ok. Il n'y a pas de goût de vanille dedans. À l'époque, alors je te dis ça, 2012, quand j'avais fait cette chose-là, c'était assez impressionnant. Incroyable. On avait fait autre chose avec de l'arôme banane, qui n'était pas de l'arôme banane. Enfin, je vais dire des bêtises, mais un dérivé je me rappelle plus. Mais voilà, bref, ça m'avait pas mal étonné. Et du coup, on avait fait des cours d'analyse sensorielle. Donc, tu vas dans des grandes pièces, avec des box blancs, lumière blanche, aucune couleur, pas un bruit, pas de musique, rien. Tu t'assieds dans ton box et on va te faire goûter des choses. Nous, par exemple, on avait eu, il y a 2 verres de Coca, un verre de Pepsi, qui est qui? Tu vois, on avait eu ce truc. On s'est tous trompés. Hein. Ah, pourtant, ouais, étonnamment. Et on a tous aimé plus le Pepsi d'ailleurs. C'était sûr, c'est impressionnant. Il y avait eu d'ailleurs ça qui avait été fait par Pepsi. Et ensuite, s'ils avaient inversé les choses, Coca avait très bien répondu. Je sais plus c'est quoi l'argument marketing, bref. Et t'as certaines choses qui sont vraiment étudiées pour créer de l'addiction. La couleur des M&M, c'est savamment étudié. La couleur des dragibus, le format. Tu vois, et t'avais vraiment dans cette volonté la logique de faire en sorte que les personnes consomment le plus possible. On sort de la nutrition, mais t'as cette anecdote, je sais pas si tu la connais, avec le bleu des liens dans Google. Non. Les liens dans Google ont un bleu très précis. Ils ont pris des gens, je sais plus quelle quantité, ils ont fait exactement le même test. Ils leur ont dit, par exemple, je sais pas moi, allez sur Amazon acheter vos courses de Noël, et ils ont regardé selon le bleu à quel point ils cliquaient vite sur le lien. Il y a eu des bleus. Et il y a eu des bleus beaucoup plus performants que d'autres. Donc Google a dit, maintenant le bleu des liens Google, c'est celui-ci. D'accord. Donc on peut imaginer que la même chose est faite pour le bleu des M&M's et le bleu des dragibus. Tout à fait. Ouais. Et moi j'avais étudié justement ce qu'ils avaient fait avec M&M's et c'était ça. D'ailleurs M&M's c'est terrible parce qu'M&M's c'est du sucre, puis du gras, puis de l'amertume. Qu'est-ce que t'as envie de manger après de l'amertume? Du sucre. Donc tu reprends M&M's. Ah, c'est fort. Ouais. Moi les M&M's c'est terminé. Attends, elle vient d'où l'amertume du M&M's? La cacahuète à la fin. Ah oui. La cacahuète à la fin, elle est quand même c'est un peu amer, tu sais, une cacahuète comme ça, sachant qu'elle est
presque entière, tu vois. Donc tac, ça revient. Et puis donc le sucre, ce qui enrobe, le chocolat, le gras, ouais, le cacahuète, l'amertume. Et puis tu retournes après un petit coup. C'est bien fait, hein. C'est très très bien fait. Ouais, c'est très bien fait. Mais du coup, ça c'est réfléchi. Et l'objectif, effectivement, c'est d'encourager à la répétition et à la consommation. C'est ça. T'as déjà mangé une chips dans ta vie? Bah non. Non, je mange des paquets de chips, ouais, mais et une chips, non. Tu vois, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Les chips, moi j'avais étudié le croustillant de la chips. Parce que le croustillant, c'est même un peu scientifique. C'est de la résonance dans ta mâchoire jusqu'aux oreilles, etc. Tu vois. Et ils étudiaient vraiment très précisément la forme, tu sais, un peu cette forme ondulée là dans les deux sens, parce qu'elle se pose bien sur la langue, la taille, le machin, et la satisfaction en fait derrière qu'il va y avoir dans ton cerveau. Donc l'addiction, pas l'addiction, mais l'habitude au moins que tu vas créer. Quoi. Ouais, rien n'est improvisé sur ça. Rien n'est improvisé, pardon. Rien n'est improvisé. Ouais. Non. Alors ça peut être positif aussi. Hein. Mais alors, bon, là pour le coup, non. Ouais. Là, on a parlé de la forme, de la couleur, etc. Le conservateur en lui-même, on pourrait imaginer qu'il a un rôle aussi un peu similaire pour nous encourager à la consommation. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, alors attention, il y a aussi un rôle sanitaire quand même. C'est-à-dire que à la base, si on peut éviter que les gens tombent malades, c'est quand même pas mal. Mais oui, tu vas avoir ça. Ça va aussi jouer parfois sur des aliments qui, plutôt que d'avoir une DLC, donc une date limite de consommation. Une DLU. Et ouais, DLUO. Alors ils ont changé. Je crois que c'est DDM maintenant, date de durabilité maximale. Je crois qu'il la change souvent la deuxième. Donc en fait DLC c'est binaire. T'as une date précise. C'est passé, tu le manges pas. Exactement. Sinon tu tombes malade. Tout à fait. DLUO ou DDM, où ils ont peut-être changé l'acronyme, peu importe. C'est une fois que c'est passé, tu ne tomberas jamais malade, mais par contre les qualités organoleptiques vont diminuer. Ça peut être moins bon, plus mou et très. T'as tout compris. Comme ça, ouais. C'est comme ça que des fois tu retrouves des tucs qui traînent, ils sont tout mous là, tu sais. Tu tomberas jamais malade, mais ça satisfait pas le besoin sensoriel que t'allais chercher dans le produit. Je comprends. Donc ça leur permet d'avoir des produits du coup qui sont peut-être un peu plus rassurants, que tu peux garder plus longtemps. Et aussi, bien évidemment, encore une fois, je le répète, ils se protègent de tout scandale sanitaire, de toute erreur par rapport à ça. Mais du coup, il y a quand même un petit inconnu avec les conservateurs, c'est qu'on connaît pas vraiment leur effet sur la santé sur le très long terme, c'est-à-dire plusieurs décennies. Exactement. On connaît pas leur interaction, on connaît pas leur effet, pas bien, en tout cas. Parce qu'en plus, c'est même relatif. Je sais pas à quand date la première utilisation de conservateurs, mais au final, pas sûr que mes parents aient été confrontés à des conservateurs toute leur vie. Ah non, pas du tout. Il y a de grandes chances pour que la première moitié de leur vie, ils l'aient passé en mangeant des choses relativement brutes et pas trop conservées. En plus, mes parents, moi, ils sont nés en Algérie, tu vois. Ils habitaient au bord de la mer, ils mangeaient du poisson, des trucs comme ça. On est peut-être la première génération à avoir consommé des conservateurs depuis notre naissance. Exactement. Je pense que faudrait vérifier, mais je pense que l'explosion des conservateurs, etc., ça doit être les années 70, avec les premiers grands supermarchés, des choses comme ça. Et moi, j'en ai fait l'expérience, parce que je sais pas si tu sais, moi j'étais en surpoids jusqu'à peu près 16 ans. Non, je savais pas. Pas énorme, tu vois, mais j'étais le petit gros du collège, quoi, tu vois. Et en fait, je me rappelle de comment on mangeait à la maison. Ma mère est passée la dernière fois à la maison parce qu'elle regarde toutes mes vidéos YouTube. Tout. Pas une miette. Ça, elle va le voir. Coucou maman. Je t'aime beaucoup maman. Papa aussi. Et du coup, elle me dit, des fois t'es pas très tendre, quoi. Je dis, maman, est-ce que j'ai menti une fois dans une vidéo? Tu as fait non, mais je faisais pas exprès. Et tu vois, moi, il y avait mes parents, ils avaient une foi totale en ce qu'ils retrouvaient dans les supermarchés, tu vois. Il n'y avait pas de remise en question. On considérait que c'était dans notre intérêt. Ils ne pas empoisonner mon petit bout, tu vois. Ils ne pas empoisonner mon fils. Pourquoi ils feraient ça? Et puis en plus, il y avait ce truc. Nous, on vient d'un milieu assez modeste quand même. Il n'y avait pas trop de marques, ni vestimentaires, ni dans l'assiette. Ah, je lui ai pris des petits cordons bleu Findus. Là, il va être content, le gamin, tu vois. Et oui, j'étais content avec des petits. Moi, j'adorais les gnocchis lustre cru là. Tu sais. À poêler, je vois totalement. Quelle heure il est? J'ai faim. Et tu vois, elle faisait pas exprès, tu vois, c'était pas volontaire, c'était juste il faisait confiance. Et puis il y avait pas encore tout ce qu'on dit aujourd'hui où il faut expliquer que les additifs c'est les E, il faut regarder tout ça, il faut lire les études, les étiquettes. Et puis encore une fois, moi comme je te le disais, nous c'était la course à la maison. Il y avait 3 enfants d'1m90, sportifs à nourrir avec un seul salaire. Ah ouais, et ça courait partout. Ma mère elle allait en course, moi je pleurais dans le caddie, mes 2 frères ils se tapaient dessus, ils jetaient des trucs, tu vois. Je crois qu'elle allait retourner son truc, pom 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 pom. Ouais, je regarde. Non, pas du tout, tu vois, ça allait vite, ça allait efficace. Et puis, il y a le piège des allégations aussi. Quand tu prends, moi le matin, avant de partir en cours, on avait des verres à pastis à la maison, tu sais, les grands verres fins là. Je vois totalement. Je buvais 2 verres à pastis de nectar multivitamine. Ah ouais. En pensant que c'était bon pour la santé. C'est des vitamines. Ouais. C'est pour ça qu'il travaille bien à l'école, le petit. Il me donne des vitamines. Putain, non, enfer. Je prenais allez, combien? Je prenais 60 grammes de sucre là dans les dents, ventre vide.
Dans les dents, littéralement, en plus. Ouais, pour le coup. Littéralement, là, pour le coup, exactement. Et tu vas encore, alors je me rappelle pas parce que l'envie de devenir nutritionniste, elle est arrivée au lycée une fois que j'ai perdu mon poids, tu vois, donc je pourrais pas te dire si j'étais turbulent à partir de 10 heures, je vais pas te mentir. Mais moi, ça, je l'ai expérimenté parce que j'ai donné beaucoup de cours dans les collèges et dans les lycées. J'ai eu à peu près une centaine de classes là dans les dernières années pour parler du coup prévention, santé, etc. Et on se faisait hyper mal, mais ça fait du mal au corps. Mais en fait, sur le paquet, déjà, il y a plein de fruits qui sont dessinés et t'as une grosse pastille riche en vitamine C. Ouais. Donc, tu pars du principe que ça doit être bon pour toi. Ça doit être pas mal. Mais le problème, c'est que la vitamine C, elle est pas dedans. Il est enrichi en vitamine C, donc ils vont rajouter de l'acide ascorbique. Et du coup, ils vont aller chercher l'allégation. Donc, source de vitamine C, par exemple, il faut qu'une dose satisfasse 15% des apports journaliers, riche en 30%. Okay. Et moi, j'ai travaillé un petit peu dans mes stages avec des entreprises qui faisaient comme ça des aliments. Et moi, c'est sûr, je tairai le nom. Tout est sur LinkedIn. Le patron me disait, Jérémy, on veut l'allégation, là. Ah ouais. Rajoute-moi de la vitamine E dans le truc. Je veux l'allégation. Et je veux celle-ci. Et je veux celle-ci. Et on se retrouvait avec des packaging avec toutes ces lignes plein de couleurs, là. Parce qu'ils voulaient aller chercher ça. Parce que c'est vendeur. Donc c'est ça. Et puis finalement, on flingue la santé de nos enfants avec des trucs comme ça. Et pour en plus une carence qui n'existe pas. Tu connais beaucoup de gens qui ont un scorbut, toi? Non. T'as des amis pirates? Non, ça n'existe plus le scorbut. Ça n'existe plus, ouais. Donc en fait, cette recherche de vitamine C absolue, ça va, la vitamine C, quoi. Normalement, tu peux la trouver quand même assez facilement. Vitamine D compliqué, oméga 3 compliqué, magnésium pour les sportifs, bien sûr, zinc, ok. Mais là, carence en vitamine C, quand même, c'est pas très compliqué à les satisfaire. Pour moi, c'est quand même la définition même de la manipulation. Alors, peut-être que c'est un mot un peu fort, mais quand t'as des industriels qui disent je veux l'allégation, sans se poser la question sur l'intérêt même de l'aliment, tu vois. Mais complètement. Et puis, tu veux l'allégation, c'est bien. Pourquoi tu me demandes de rajouter de la vitamine artificielle? Ouais. Je sais pas, rajoute un ingrédient à ta recette et tu vas aller la chercher de façon tout à fait naturelle. J'ai vu un truc hier, je trouvais ça génial. Des fois, tu vois des mecs qui montent des boîtes comme ça, tu te dis putain, bien joué, mec. C'est une start-up française. Tu connais la richesse nutritionnelle des abats, mais ce sont des aliments qui malheureusement ont très mauvaise réputation. C'est très compliqué de faire manger des abats. C'est ceux qui font des steaks hachés avec les abats? Ouais. Je les ai vus passer, je sais plus, je les ai vus passer il y a pas longtemps. Et en fait, les mecs, ils mettent, je sais plus, 20 ou 25% d'abats dans leur steak haché. Et du coup, ils se retrouvent avec des steaks hachés qui ont des valeurs nutritionnelles absolument dingues. L'idée est folle, quoi. C'est trop bien joué, quoi. Bravo, les gars. Toi qui mets du bœuf, du foie et du cœur, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, en plus, ils valorisent des coproduits qui sont souvent jetés ou pas aimés. Donc en tu fait, réduis le gaspillage potentiellement. Compris. Ouais. Du coup, tu réduis la pollution, tu réduis plein de choses. Et tu te retrouves avec des steaks hachés incroyables, tu vois, en termes de valeur nutritionnelle. Bien joué. Ouais. Ça, ok, pas de problème. Mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas. Alors, manipulation complètement, ouais. Mais bon, là, on s'attaque à un combat compliqué, quoi. Mais tu crois pas aussi que le monde de l'industrie agroalimentaire, tu vois, n'aura pas le choix que d'évoluer et que des personnes de notre génération, entre guillemets, en l'occurrence, peut-être que celui qui a créé les steaks avec des abats, je pense qu'il doit avoir entre 30 et 40 ans, potentiellement. Ouais. On est un peu plus au courant de tout ça, on est plus, on est plus conscient de ce que peut faire l'alimentation et ce qu'elle ne peut pas faire. Peut-être que les choses vont être amenées à changer et qu'on aura un rapport un peu différent avec l'alimentation. Je l'espère, je pense. Parce qu'il n'est pas impossible de gagner de l'argent en proposant des aliments de qualité. Bien sûr. Et qui sont bons pour nous, tu vois. Bien sûr. Moi, ce que j'observe, et tous les ans, je fais partie, moi, de l'équipe PNNS. Donc, tous les ans, je vais remettre mes connaissances à zéro en nutrition, en diététique. J'aime bien faire ça parce que... tous les ans, c'est obligatoire, sinon je perds mon badge. Ok. Donc, je me fous du badge, mais juste, j'aime bien ce truc de me dire tous les ans, c'est 3-4 jours. Des fois, c'est en visio, des fois, c'est au CNAM, à Arrêt-Métier, à Paris. Et en fait, ils nous disent, voilà ce qui a évolué en science en un an, voilà les nouvelles recommandations. C'est génial. Ça bouge beaucoup. Moi, j'adore faire ça. Ouais. Et je pense que tous les médecins devraient faire ça. Moi, j'ai des médecins dans ma ville, pas très loin de la retraite, ils te disent des choses, qui sont un peu vieilles. Qui ont mal vieilli. Mais même les papiers qu'ils donnent. Moi, j'avais ma femme qui avait un peu de diabète Gesta. Ouais. J'étais dans le bureau. Je dis, je suis nutritionniste. Diététicien nutritionniste. Il m'a pas parlé du tout, le mec. Il lui a donné une fiche qui puait la clope jaune. Ah ouais, alors le truc, exprimé dans des unités de sucre qui n'étaient même plus des choses. C'était, je sais même plus c'est quoi l'unité de sucre qu'il utilisait. C'était un peu une espèce de dosette comme il y a dans les shakers de whey, là, tu sais. Ouais. Il appelait ça pas une cup, une coupe. Je me rappelle plus. Et j'ai pété un plomb. Je suis parti du bureau, je vais retourner son bureau. Et en plus, il lui a dit une hyperglycémie qu'on comprenait parce que la veille au soir, on avait un petit peu forcé au niveau alimentation. Vous allez prendre de l'insuline tout de suite, quoi. Oh. Du coup, elle s'est piquée pendant ses 9 mois de grossesse. Elle a jamais refait une seule hyperglycémie. Donc, on aurait mis ma femme sous insuline
pour une hyperglycémie, alors que son mec travaille là-dedans, elle est dans la santé aussi. Tu vois, on est complètement à l'inverse de ça. Ah ouais. J'avais oublié ta question d'âge, j'ai complètement digressé. Non, c'est le question de l'actualisation et que tu vois, il y a des médecins qui vieillissent un petit peu et qui remettent pas leurs connaissances à jour. Et que toi, chaque année, PNRS. Ouais. Alors il y a pas toujours beaucoup de choses qui bougent. Ouais, mais au moins c'est fait. Ouais, j'aime bien, puis ça me donne bonne conscience. Je suis content de le faire. Et puis, je sais pas si toi t'as ça un peu avec ta chaîne YouTube où on est content, on a bien avancé. Toi, ça fait 12 ans que tu fais ça, tu me disais, donc t'as fait quand même, tu vois. Moi, j'ai eu, ça a popé vite. Je pense que j'ai eu de la chance, mais bon, ça fait 2 ans maintenant que je suis dessus. J'ai pas envie de tout flinguer en disant il y a une énorme connerie, quoi. Tu vois, je sais que c'est trop dommage, quoi, tu vois. Donc, essayons tout doucement de faire preuve de remise en question, essayons de voir comment la science avance, et restons un peu humbles, quoi. Parce que tu peux vite tomber dans des poésies. Oui. Tu sais, à force de voir 5-10 patients par jour depuis des années. Moi, j'avais compté parce que j'ai changé mon logiciel de prise de rendez-vous, là, très très récemment. Je crois que j'ai fait 6000 patients en 10 ans, quelque chose comme ça. 6000 consultations en 10 ans. Je suis sûr que là, il y a des phrases que j'ai sorties, ça fait 100 fois que je la sors comme ça. Je fais pas exprès, tu vois, parce que forcément, même s'il y a des personnes qui ont des problématiques qui sont différentes, j'ai quand même souvent de la perte de poids, des prédiabètes, de l'inflammation. Et au niveau armes, j'ai cuit famille d'aliments, quoi. Ouais. Donc je répète quand même souvent les mêmes choses, tu vois. Et t'as ta poésie, ouais. C'est ça. Faut faire un peu attention à ça. Puis en fait, tu fais un peu un téléphone arabe vis-à-vis de toi-même. Plus tu racontes une histoire, oh tiens, en disant cet adjectif, elle est un peu plus percutée. Donc tu sais, ça change. Et en fait, au bout de l'avoir raconté 150 fois, elle est plus exactement pareille. Ouais. T'as tout compris, tu vois. Ouais, et j'essaye, bien évidemment, je suis pas parfait par rapport à ça, mais j'essaye de faire un peu gaffe à ça. J'essaye, ouais. Mais tu vois, si demain toi, t'étais amené à créer une marque d'aliments ou je ne sais quoi, tu serais quand même consciencieux à tout ce qu'on vient d'aborder. Ouais, mais j'ai dû le faire moi dans mes études, parce qu'à la base, du coup, je voulais être chercheur en nutrition, spécialité nutrition santé, et t'as recherche fondamentale, donc tu pars de zéro, t'essaies de trouver des choses, et t'as recherche appliquée, et t'as recherche et développement. J'ai fait un peu les trois à Polytech Angers et l'école, et j'ai dû du coup j'ai créé une marque de boisson qui s'appelait Fleur d'eau. Trop bien. Et alors si j'avais su, tu vois, parce qu'à la fin. Mais attends, c'est une marque fictive. Alors pas vraiment. Ils sont malins. Parce que du coup ils se disent, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai une promo de Master 2, diplômé dans 3 mois. Donc on va le faire taffer. Allez, créez-moi des marques. Exactement. Alors bien évidemment, on n'était pas payé du tout. Moi j'ai fait pas mal de choses et j'ai fait des choses d'ailleurs les industriels les ont gardées. Ouais. Et du coup ils disent bon bah créez des groupes de 4, tu vois. Hop. Donc moi j'avais créé un groupe avec trois filles de ma promo. Et bah vous allez bosser sur un truc et je l'ai fait 3 fois. Donc j'ai fait Fleur d'eau, j'ai fait le lait maternel en 3 temps. Donc Fleur d'eau, c'était des boissons à base de fleurs, hibiscus, coquelicot. Je suis désolé, ça remonte. Ouais, c'est pas grave. J'ai plus les 2 autres. Hibiscus, coquelicot. Bon, peu importe. Mélangé à de l'eau, arôme naturel, tout était naturel, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et en fait, c'était des bouteilles. C'était un peu, ça avait vraiment plus la tête des Chao Kombucha. Ouais, ça avait vraiment cette tête-là. Vraiment. Bon, sans kombucha, mais ça avait vraiment cette tête. Et donc, du coup, tu pousses le projet hyper loin. Tu fais du graphisme, tu fais les packaging, tu vas voir des entreprises, tu fais les devis, tu fais tout, tu fais une étude de marché de fou. Ah, excellent. Ma dernière année de master, ça a quasiment été que ça. Ouais. Des projets de recherche très théoriques, notamment des choses sur la maladie d'Alzheimer, j'ai beaucoup bossé là-dessus, et des choses très précises là-dessus, tu vois. J'ai fait aussi un lait, du coup, est-ce que c'était un lait maternel en 3 temps? Ouais, non, c'était une boisson pour femmes enceintes en 3 temps. Ça veut dire parce qu'en fait, pendant les 9 mois de la grossesse, tu peux diviser ça en 3 fois 3 mois, selon ce que le bébé développe. D'abord son système nerveux, puis ça, puis son cerveau, etc. Exactement. Ouais. Et en fait, c'était du coup un produit que tu donnais aux femmes enceintes. Là, c'était avec, je crois que c'était Lactalis ou Nestlé. Non, c'était Nestlé. Je me rappelle, je flippais quand j'étais allé les voir parce que t'espères qu'ils te choisissent quand même, tu vois, parce que c'est pour ton année. Et du coup, on leur a pondu un truc et le mec était trop content, tu vois. Excellent. Mais bah excellent pour eux parce que nous au final parce qu'ils ils ont le droit de oui, bien sûr, ouais. Et tu signes pas d'accord de confidentialité ni rien, tu signes juste le droit d'avoir une bonne note, quoi. Ah ouais, le vivier de fou, quoi. Ah ouais, énorme. Et le 3e, je me souviens plus. Je vais chercher. Ouais, c'est déjà pas mal. C'était des insectes comestibles, protéines d'insectes comestibles ajoutées à des gâteaux apéro. Bah, t'as vu les insectes aujourd'hui? Je sais pas si t'as vu le scandale là dans l'usine à insectes en France où les insectes ils se font la malle. Non, faut que t'ailles voir ça. Ah ouais, je regarderai. Ouais. Les employés ils témoignent et en fait ils vivent un cauchemar parce qu'en fait ils ont pas réussi à rendre hermétique leur culture à insectes et les insectes ont pris le dessus de l'entreprise. Ah ouais. Et en fait les mecs ils taffent, ils ont des larves et ils sont PLS, ils en peuvent plus et ça part complètement en cacahuète et les images elles sont flippantes. T'es en train de bosser et en fait c'est vraiment ils ont perdu le contrôle de leur culture insecte. On va se retrouver avec le scénario du dernier Jurassic Park où t'as les espèces de sauterelles génétiquement modifiées. Mes versions chenilles, tu sais. Et
Et c'est hyper flippant. Et du coup, on avait bossé sur ça. Et après, bon, j'ai pas tout faire, mais j'avais fait Alzheimer, j'ai fait pas mal de petites choses comme ça. Donc ouais, c'est malin. C'est trop bien. Ouais, c'est cool. C'est trop bien. Et tu vois, pour en revenir à la considération que j'ai faite, t'étais intéressé par ce que ces produits soient, tu vois, intéressants pour la santé, pour l'environnement peut-être, pour toutes ces considérations qui n'étaient peut-être pas au goût du jour il y a 40 ans. Ouais, c'est ça. Et puis tu vas assez loin, bien évidemment. Moi, j'étais beaucoup très nutrition, forcément. Puis tu t'éclates, quoi. Tu fais le packaging, tu essaies de réfléchir à la bouteille d'eau, verre, plastique, quel plastique. On parlait, je me rappelle déjà un peu à l'époque, PET, tout ça, transfert de microparticules, packaging, allégation. Moi, je me rappelle avoir eu l'idée de me dire que ce que tu vois au travers de l'eau n'est pas pareil qu'une fois que t'as bu. Et en fait, je voulais qu'au dos de l'étiquette plastique, on mette un mot, genre bien joué, tu viens de satisfaire X% de tes besoins nutritionnels. Trop bien. Bah ouais, mais ça c'est bien, mais du coup, c'est l'industriel qui a tout, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, avec le recul, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de faire des choses. Mais je pense que j'avais discuté avec un mec un jour qui m'avait dit si t'avais fait ça à je sais plus quelle école à Paris, il t'aurait fait signer un truc derrière et il t'aurait demandé de créer le produit. Tu vois, parce qu'en fait, on avait tout. Et j'aurais aimé, moi, peut-être qu'on fasse, je sais pas, des plus petites échelles, qu'on distribue nos fleurs d'eau dans le campus, qu'on essaye de voir ce que ça donne, parce que potentiellement, derrière, tu peux changer les choses, tu vois. J'avais gardé une petite frustration par rapport à ça, où, ouais, il y a peut-être des potentiels. Je pense que t'imagines, on avait des grosses promos quand même de, je sais plus, 50, je sais plus comment on est dans notre projet. Ouais, mais ça aurait été dingue. T'imagines le nombre de projets qu'ils ont, x3 dans l'année pour le suicide, x3 dans l'année pour les compléments alimentaires. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait vraiment beaucoup. Comment ça se passe, toi, personnellement, quand tu vas faire tes courses? Est-ce que tu vérifies tout ce que tu achètes? Est-ce que tu achètes bio, d'ailleurs? Est-ce que tu as vraiment toutes ces connaissances et cette considération qui se transfèrent dans ton choix d'aliments? Ouais, on est ultra exigeant avec ma femme. On a la chance, premièrement, j'ai pas de problème à le dire, on est tous les deux thérapeutes, donc on a la chance d'avoir des revenus, je pense, un tout petit peu plus haut que la moyenne. Pas de problème à dire ça, je l'imagine. Et puis bon bah la chaîne YouTube qui tourne bien, etc. Ça nous permet d'avoir un budget alimentation qui est largement supérieur à ce que les autres personnes peuvent avoir. Ensuite, on a une façon de consommer aussi. Nous, on achète très peu de choses. Pas de babiole, pas de fringues trop chères. Moi, je roule en Clio 2, tu vois. Donc on a aussi ça parce qu'en fait il y a des priorités. Voilà. C'est pas facile à dire. Moi, j'ai des patients, ils sont dans une situation ultra précaire. Anecdote de patient. Allons-y, on les aime. Une femme arrive dans mon bureau et on parle œuf. Et je lui explique que elle est hyper inflammée, elle a besoin d'oméga 3. Elle me dit où est-ce qu'on trouve des oméga 3? Je lui dis dans certains œufs bio, il y a des oméga 3 à l'intérieur. Vu que vous mangez beaucoup d'œufs, ça peut être pas mal. Et elle me dit, et je me rappelle toute ma vie de ça. Vous avez vu le prix des œufs bio? Il est hors de question. Et elle me crie un peu dessus, tu sais. Ah bah vous forcément les docteurs, les machins, etc. Et je me souviens qu'elle était rentrée dans le cabinet. Elle avait posé un seau de tabac sur le bureau. Tu sais, ces gens qui ont des seaux de tabac, tu vois, c'est quoi? Des seaux de tabac? Des seaux, tu sais, tu peux faire des clopes avec des machines à tuber. Ah oui, d'accord. Tu vois, et du coup, le tabac se voit soit en gros pot, soit en seau, carrément. Ouais, j'ai jamais vu. T'as jamais vu des filles comme ça qui se baladent et on dirait un sac à main et en fait elles ont un seau de tabac qui pend. Ah, c'est incroyable ça. Elle avait ça, elle pose son iPhone dessus, je sais plus lequel, mais le dernier. Et je me souviens qu'elle avait une teinture dans les cheveux, un truc comme ça. Ok, insultez-moi en commentaire. Vous allez dire que je suis hautain. Y a pas de problème. Mais moi, je pense que ce que je dis là est important. Et j'avais trouvé ça un peu fou, quoi. C'est combien le prix de différence entre 6 œufs qui ne sont pas bio et 6 œufs qui sont bio? Oui, c'est cher. Oui. Oui, le monde est pollué. Oui. Mais maintenant, il va falloir composer avec ces cartes. C'est-à-dire avoir une attitude fataliste et regarder le monde tourner comme ça en disant, je vais subir la situation plutôt que de faire quelque chose, ça va pas. Et nous, avec ma femme, on a pris cette décision que le budget alimentaire, il était tout en haut de la liste. Notre fils, il a 4 ans, c'est super important. Il a jamais mangé un plat préparé, il a jamais mangé un petit pot. On a tout fait naturel toujours. Donc ouais, nous, les courses, tout est bio, tout est surtout local, tout est de saison. Je vais plus dans les supermarchés parce que déjà, ça me rend complètement dingue. En fait, on a une organisation où, je sais pas, par exemple, si je sais que le mardi, je passe devant le boucher, je m'arrête et j'achète toute la boucherie. Si on sait que le jeudi, ma femme va aller amener mon fils au hip-hop, elle sait que sur le retour, il y a une poissonnerie, elle va prendre le poisson. Tu vois, on va s'organiser comme ça. Exactement. Tu vois, le mercredi, c'est justement, ma femme dépose mon fils à son cours de sport. Le jeudi, c'est le marché. On a c'est bien rodé. Ouais, voilà ça. On a des petites adresses autour de nous parce que comme je te disais, je vis en Picardie. Je te disais avant que ça commence un peu à me fatiguer parce que je m'ennuie peut-être un peu, mais ça a des avantages, c'est que j'ai beaucoup de producteurs autour de moi, beaucoup de cultivateurs, beaucoup de personnes. Les œufs, j'en ai partout. Des pommes de terre, j'en ai partout. Les fruits et légumes, j'en ai partout. Donc on a vraiment cette rigueur et ce serait dommage. On est quand même vachement connecté à ça de pas tenir les engagements qu'on donne. Et puis de toute façon, maintenant, on a un peu de mal à manger de la merde. Vraiment, moi, c'est compliqué, tu vois.
petits gnocchis dont je te parlais tout à l'heure que ma maman me faisait, ça va. Par contre, tu me donnes un poisson pané, tu me donnes un mauvais jambon, quelque chose comme ça, j'ai beaucoup plus de mal, quoi. Mon palais s'y est fait, on va dire. Tu veux dire psychologiquement ou même d'un point de vue digestif, d'un point de vue réaction physiologique, c'est compliqué. Ouais. Digestif, gustativement, éthiquement parlant, on a un peu de mal maintenant. C'est devenu une habitude plutôt naturelle pour nous et on n'arriverait pas à faire machine arrière. Du coup, pour faire le pont, est-ce que tu penses que le fait que tu te sois déshabitué à la malbouffe, c'est aussi lié à ton microbiote? Je pense, ouais. Qu'ils envoient des signaux qui font que, en fait, t'es conditionné, entre guillemets, à aimer ces aliments bruts parce qu'ils vont continuer à contribuer à la diversité de ta flore intestinale, etc. Je pense. C'est un cercle vertueux, je pense, maintenant. Complètement, ouais. Mais après, c'est spécial. Là, c'est un peu plus personnel ce que je vais dire. Moi, j'ai tendance à être une personne qui est quand même pas assez binaire, mais si ma journée commence bien, elle va bien se finir. Si la journée commence mal, je peux vite dévier un peu, tu vois. Et je t'en parlais tout à l'heure, moi je fais pas mal de sport. En ce moment, ma box de CrossFit a fermé. Du coup, je fais plus de CrossFit, je fais moins de sport. Ouais. Beaucoup moins. J'ai vraiment la flemme d'aller dans les salles de muscu, il y a trop de monde. Ça m'intéresse moins, en tout cas, j'y arrive plus. Et puis c'est autre chose, CrossFit, ça, c'est difficile de faire un WOD au milieu d'une salle. D'une salle classique, ouais. Et du coup, je me rends compte qu'en ce moment, notamment parce que je suis là pour les podcasts, la semaine dernière je bouge beaucoup. Je fais 2-3 écarts, tu vois, ces derniers temps. Et je trinque tout de suite. D'un point de vue digestif, c'est fou. Là, je sens en ce moment qu'il faut que je me reprenne un peu. Je sens que j'ai le ventre un peu inflammé. Je sens que je suis un peu lourd. Je sens que d'un point de vue digestif, en plus, comme je te disais, je suis un peu fragile. Ouais. Je le sens tout de suite. Ouais. Mais je vais redresser la barre et ça va aller. Mais c'est vrai que faut faire gaffe quand même parce que même quand tu le sais, je pense qu'en fait c'est tellement bien fait, il y a tellement d'additifs dedans que le cerveau aime tellement ça que je pense que tu peux assez rapidement faire machine arrière quand même, quoi. Mais au moins tu as ce feedback assez rapide et puis tu peux redresser la barre et inverser la tendance rapidement. Oui, puis on a quelque chose qui est important aussi à mon avis, c'est le besoin d'exemplarité, quoi. C'est-à-dire que moi je veux transmettre à mon fils des bonnes valeurs. Bien sûr. Comme il a 4 ans et qu'en 4 ans il a mangé que des bons aliments, il est habitué à ça. À la cantine il souffre, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, à sa cantine, le jour de Noël, pour les récompenser, ils les ont mis devant un dessin animé et leur ont donné des sucettes, tu vois. Ah non, dur. C'est pas une récompense, ça. C'est dommage, tu vois. Ils rentrent le soir et j'ai regardé Zootopie, j'ai une boîte de Smarties et une sucette. Pourquoi? C'était une récompense. Du coup, pas de sieste? Non. Du coup, pas de repas équilibré? Non. Ok, bon, écoute, faisons comme ça. Et du coup, non, j'essaie de faire un petit peu gaffe avec ça. Mais même avec mes parents, tu vois. Mes parents, ils ont 70 ans maintenant. J'essaye, tu vois, d'être. Je suis chiant moi avec ça. Quand je vais manger chez mes parents, ma mère, ça l'insupporte à chaque fois parce que tout le temps je lui dis maman, il manque ça. Fais gaffe quand même, etc. Mais comme on disait tout à l'heure, les gens qu'on aime le plus sont ceux qui nous écoutent le moins. Moi, j'ai ma mère qui a enfin écouté mes conseils il y a 3 ans parce que je me mariais. Elle s'est battue avec son poids toute sa vie. Elle s'est dit je vais peut-être quand même écouter mon fils. Tu vois, elle a écouté mes conseils, elle a perdu plus 9 kilos, quelque chose comme ça. Elle voulait être la plus belle sur la photo de mariage. Elle était la plus belle sur la photo de mariage. Après ma femme, bien sûr. Évidemment. Et c'est cool, tu vois, j'aime bien ça, tu vois. Et puis c'est important. Et puis encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, on est dans le pragmatique, quoi. Et puis je vais pas faire une passerelle trop avec ça, mais t'as vu les agriculteurs dans les rues, les machins. Je pense que en fait, manger c'est aussi un acte politique et il y a aussi quelque chose derrière ça qui doit. C'est comme l'écologie, c'est comme des choses comme ça. Je sais pas, moi j'arriverais pas à ouvrir ma porte et jeter mon McDo par la fenêtre si j'en mangeais. Tu vois, parce qu'en fait c'est ancré en moi maintenant, c'est plus un effort à faire. Et là je suis arrivé à un moment de ma vie où finalement c'est facile de faire ça, on a les bonnes adresses. Et en réalité, je pense qu'en termes de temps et énergie, ne plus aller dans les supermarchés. Moi, j'adore. Je peux plus, moi, ça me rend malade. Mes parents faisaient les courses le vendredi soir, quoi. Tu vois, là où tout le monde fait les courses. C'est des souvenirs dont je garde qui étaient fous et tu te retrouves avec plein de merde dans ton caddie, forcément, là. C'est la jungle. Ah ouais. Moi, j'aime bien, tu vois, on se connaît avec le boucher. Des fois, il y a un petit bout qui traîne, il le donne en plus, il donne à mon fils, il donne des trucs. Donc, j'aime bien ça me plaît. J'ai la chance de pouvoir le faire parce que c'est vrai que bouffer coûte cher, en tout cas, bien manger. Donc, je le fais et puis, je pense que ça va durer, j'espère, en tout cas. Je suis d'accord avec ça et puis, pour moi aussi, l'alimentation, c'est en numéro 1 sur ma liste de priorités. Okay. Complètement. Et je m'efforce de faire en sorte que ça reste en numéro 1 parce que ça m'apporte beaucoup de tranquillité d'esprit, beaucoup de vitalité, tu vois, beaucoup d'énergie. Et j'ai vraiment l'impression c'est pas une impression, je sais que ça contribue de manière incroyablement positive sur tout le reste de mes activités, mes séances de sport évidemment, mon travail, mais aussi mes relations, parce que quand tu manges mal, mauvaise humeur, désagréable, irritable, etc. Et du coup, ça contamine les relations que tu peux avoir avec les autres. Donc c'est pour ça que l'alimentation, pour moi, ça restera en priorité numéro 1. Mais c'est presque un cheat code en fait. C'est un cheat code. C'est fou. Avec le sommeil, tu vois, sommeil, alimentation. J'ai découvert ça en 2025, moi.
2025, le sommeil. Ah ouais. Pas de sommeil, plus de rancune. Non mais ça, le sommeil, moi depuis que je suis petit, on dirait Jérémy, il dort mal. Mais tu sais, tu te mets dans la case en fait, tu vois. Tout comme je te disais, Jérémy il est stressé, tu vois. Ouais. Moi depuis que je suis petit, j'étais somnambule, je fais des paralysies du sommeil, je sais pas si tu connais. Ouais, costaud. Ouais. Je fais des terreurs nocturnes. J'en ai fait une il y a 3 nuits. Ouais, j'en veux à ma femme parce que j'ai dit pourquoi tu m'as pas réveillé? Parce que je t'ai pas entendu crier. On t'entend pas crier dans tes paralysies du sommeil, tu vois. Donc assez costaud. Et du coup, je m'étais mis dans ce clan. Moi, je dors mal. Voilà, c'est acté. Et en fait, j'ai un peu repris les choses en main. Lumière rouge, lecture avant d'aller se coucher, repas plus léger, un peu moins tard. Comme je me lève assez tôt, quand j'arrive à aller à la salle, je veux y aller à 6h quand il y a personne, donc je me lève à 5h30. Moi, si je veux 8 heures de sommeil, il faut que je dorme à 20h, 20h30. Ouais. Donc je me suis dit, allez, je le fais parce que de toute façon, mon temps passé entre 20h30 et 23h, il me sert à rien. Je regarde des merdes, je suis sur YouTube, ça sert à rien. Du coup, j'ai changé ça en 2025. Cheat code. Incroyable. Ah ouais, mais les deux, tout est plus beau en fait. Ouais, c'est fou. Tu manges bien, tu dors bien. Ouais. Les gens, ils te paraissent plus agréables. Toi, t'es plus agréable avec les gens. Toutes les activités de ta journée, elles sont fluides. Donc c'est clair. Et au niveau taf, la clarté mentale, elle est phénoménale, quoi. Donc en fait, je corrige. Sommeil, priorité numéro 1. Ouais. L'alimentation juste après, mais les deux vont de toute façon. Ouais, bah après tu parlais budget, donc c'est vrai que le budget alimentation est forcément en haut. Évidemment. Une fois que t'as acheté ton lit et qu'il est bien, normalement t'es ok. Tu vois là par exemple, on a testé quelque chose, on vieillit. Hein. Cadeau de Noël de la famille, on a demandé cette année des draps en lin. Ça coûte un bras, tu vois. On est loin des PS5, des trucs. Des fois t'es là. L'an dernier on a demandé des casseroles, quoi. Tu vois. Il y a vraiment des priorités. Ouais, bah, on a vieilli, hein, putain. Et du coup les draps en lin, c'est fou. Tu sais pas si t'as déjà essayé ce genre de truc. Mais qu'est-ce que tu dors bien? T'as jamais chaud, t'as jamais froid. C'est trop bien, tu vois. Et c'est des choses. Moi, je voudrais tester maintenant les couvertures lestées. Ça, j'en ai une. C'est bien ou pas? Alors, c'est génial. Je passe pas mes nuits avec. Ok. Mais quand tu fais des siestes, si t'as envie de faire des siestes ou que t'en fais, c'est une sensation parfaite. Ok. Récupératrice de fou. Ok. Mais du coup, j'ai jamais passé une nuit vraiment avec une couette lestée. Ok. Mais je trouve que c'est un bon investissement. Ouais. Ben j'ai envie de tester ça. Et je testerai les draps là. On a testé là les oreillers. Tu sais, des fois tu vas dans des hôtels, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Fou. On était dans les hôtels avec ma femme, on a pris en photo les étiquettes, on en a acheté un d'hôtel chacun. C'est incroyable. Et en fait, quand on dit que c'est un cheat code, c'est qu'en fait, même le budget que t'as mis là-dedans, bah tu vas mieux travailler, tu vas travailler plus vite, donc tu vas le rentabiliser, tu vas mieux te sentir. Je sais pas quoi, on parle quand même de notre santé. Et des fois, on a tendance un peu à oublier ça parce que c'est très loin de nous. Pourquoi tu veux perdre du poids pour être en bonne santé? Le problème de santé, il est dans 40 ans, quoi. Donc en fait, il n'y a pas la satisfaction instantanée d'avoir le truc immédiatement. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur les pourquoi. Travaille mieux ton pourquoi tu veux perdre du poids. Mais on parle quand même peut-être de vivre 10 à 15 ans en meilleure santé, quoi, tu vois. Que quand même, c'est super précieux, quoi. Et en plus de ça, de passer des journées plus agréables, littéralement. Donc ça change ton quotidien complètement. Exactement. Et du coup, je pense que ça, c'est un conseil que je donnerais aussi. Essayez de faire attention à pas vous mettre des étiquettes trop fortes sur vous. Je regardais une interview de Bruce Lee la dernière fois, j'aimais Bruce Lee, et il disait attention du vocabulaire que vous utilisez vis-à-vis de vous-même. Parce que votre cerveau fait pas la différence. Alors c'est pas du tout scientifique, c'est Bruce Lee. Hein. Faudrait que je vois s'il y a une étude scientifique qui le prouve. Mais ça va, c'est Bruce Lee, on pardonne. Ouais, c'est Bruce Lee, on lui pardonne tout. De toute façon, on lui aurait pas dit en face si on le croyait pas. Exactement, sinon on aurait ramassé. C'est ça. Et il disait faites un peu attention à ça. Et moi je l'ai remarqué ça, c'est de faire gaffe. Tu sais, je sais pas, je renverse un verre, putain t'es con Jérémy. Non. Non, faut arrête de pourquoi tu t'insultes, tu vois. Et je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ces étiquettes qu'on pose un peu sur soi-même. On est stressé, on dort mal, on est comme ci, on est comme ça, on est dégueulasse sucre. Non, on boit des boissons énergisantes l'après-midi. Pourquoi? Tu vois, je pense qu'on peut travailler un petit peu là-dessus et puis changer, quoi. C'est agréable. C'est un super message. Jérémy, c'était incroyablement enrichissant. Merci beaucoup. C'était un épisode de fou, tu sais que ça fait 1h45 qu'on dit. C'est vrai? Ouais. On était parti sur 1 heure tout à l'heure. Merci beaucoup à toi, j'ai adoré. Aucune surprise, je savais que la discussion allait être fluide. C'était trop bien. On a couvert plein de choses. Personnellement, j'ai appris un tas de choses. Ok, trop cool. Évidemment, pour continuer tout ça, pour ceux qui regardent le podcast, allez sur la chaîne Le Nutriscope. Merci. Comme ça permettra d'approfondir encore des choses. Et puis, je sais pas à quelle fréquence tu publies. Plusieurs fois par mois, en tout cas. 2 fois par semaine. Ouais. Il y a une vidéo longue. Clairement. Et 3 fois par jour, il y a un format court. Ok. Même si là, j'ai levé un tout petit peu plus le pied, parce que du coup, je bouge beaucoup en ce moment. Et puis, je suis un peu en panne de format. Là, tu vois, je crois que j'ai 2 ans, ça fait 208 vidéos, fait à l'instinct, derrière un bureau. Balèze. Là, j'ai envie de changer. J'ai vu notamment un youtubeur que j'aime beaucoup, qui est pas très loin de moi, que t'avais acheté des écrans, tu sais, t'avais fait des trucs, j'avais vu qu'il y avait un avant-après dans ta chaîne. Ouais. Donc, je pense que je vais un peu plus m'équiper. Peut-être avoir 2 endroits de tournage un peu différents. Là, je voudrais changer les formats. Je suis un peu allé au bout du format. Pas de ce que je veux délivrer, mais ça. Mais donc, bref, il y a pas mal de choses qui sortent. Ouais, c'est trop cool parce que au bout de quelques années sur YouTube, t'apprends aussi à te renouveler, à chercher de nouvelles choses. Et puis, je suis sûr que ta communauté répondra à l'appel. Et de toute façon, je suis persuadé que les personnes qui vont tomber sur ce podcast te connaissaient déjà. Mais si c'est pas le cas, allez voir la chaîne Le Nutriscope pour en apprendre un peu plus. Merci à toi. Merci beaucoup. On laisse tout ça dans la description. Super. Merci infiniment, Jérémy. Et puis, j'espère à bientôt. Ça me va très bien. Merci beaucoup. Ciao. Salut.
Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Jérémy. J'espère qu'il vous a plu. On va rester sur le thème de la diététique parce que j'ai publié un épisode hyper intéressant avec Clément il y a quelques semaines. On aborde des sujets totalement différents liés à l'alimentation, mais il agit quand même comme complément de cet épisode-là. Il est juste ici, il s'affiche, vous avez juste à cliquer et à visionner tout ça.